Bonsoir à tous. On va y aller doucement, hein, comme d'habitude. Le temps que je les démute et tout. Hein. C'est y part. Attention, attention. Est-ce que ça va? Ah, il faut... Pof, pof, pof. Bonsoir! Bonsoir. Allô. Coucou. Bonsoir à tous, nous sommes en live, c'est parti! Bon, très bien, c'est parti. Bonjour à tous. Donc bienvenue pour la troisième mission de Minecraft Explorer. Et donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une exploration pédagogique où on va un petit peu comparer la méthode de recherche en archéologie dans le monde de Minecraft et dans le nôtre, avec donc dans la mission Jean-Olivier Gransart-Desmond, qui est archéologue et iconologue, directeur de recherche chez Archéotopia et chercheur associé au CNRS. Et il sera accompagné de Manon Baudin, étudiante en communication scientifique, qui va nous passer les plats, on va dire, et vont accompagner un petit peu dans l'aventure Laura Goubi, qui est ici et qui va être l'illustratrice un petit peu de cette mission d'exploration scientifique. Et derrière, en backstage, Léa Bourdin, qui est autrice et plasticienne, et qui va travailler autour de la mission. Cette mission, c'est une mission scientifique, mais c'est aussi une aventure, aussi et surtout une aventure artistique. C'est une performance où on va explorer d'une manière un petit peu peut-être naïve et idiote un monde virtuel scientifiquement et voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, bienvenue. Et évidemment, pour cette mission, on est hébergé par le collectif Conscience qui travaille comme des fous, qui travaille comme des petits fous sur cette mission. Et je vais laisser donc Théo présenter le collectif Conscience. Oui, bonsoir. J'ai vu que des gens sont là, nous connaissent. Mais je représente quand même l'association Collectif Conscience. Donc notre objectif, c'est de faire des projets de médiation scientifique, peu importe les formats, peu importe les supports. Nous sommes partout, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Nous sommes partout, voilà, et y compris sur Twitch, sur cette chaîne Twitch, magnifique chaîne Twitch. Voilà, que vous pouvez voir, et nous sommes ravis d'accueillir Thibaut et tous ses compères pour faire des missions sur Minecraft incroyables. J'ai oublié de présenter aussi et de définir mon rôle. C'est vrai que pour cette mission, on est accompagné de Gauthier, le cavalier, qui va être un peu notre guide, notre garde du corps s'il y a besoin, et moi-même pour filmer aussi tout ce qui va se passer ici. Je vais laisser Manon prendre peut-être le relais, et puis on va tout doucement peut-être commencer par aller parler des poulets, ou comme vous voulez. Oui, bah là, de toute façon, ça va être... Enfin, on va y aller hyper calme, et puis... Ouais, on peut commencer par parler les poulets, et ensuite, on va expliquer les autorisations qu'on a dû faire pour pouvoir aller C'est ça. un peu... Alors, on va pas dire fouiller, parce que je vais me faire fâcher, mais visiter ce qu'on a trouvé. Faire une sorte de prospection, effectivement, un inventaire plus précisément, un inventaire exploratoire, effectivement. On va en reparler de toute manière quand on va présenter ce qu'est l'archéologie. Avec les poulets. D'accord. Aux poulets. Très bien. Et ben alors donc, je vous invite à venir voir ici ce que je suis en train, enfin ce qu'on est en train de mettre en place. Donc une production de poulet. Et Jean-Olivier, tu t'expliquais qu'il y avait des choses à dire en archéologie sur le sujet du poulet.
Oui, tout à fait. Là, ce que les internautes peuvent voir déjà, c'est que il mais y a jamais, dis donc, un encadrement de ces collectif poulets, parce que conscient, sinon c'est ils vont trop partir bien. dans la nature, effectivement. Et ça Oui, permet ouais. en fait de définir ce qu'est l'archéologie. Tout... Et il pleut. Alors ça Il aussi, pleut. quand en archéo, justement, on peut avoir ce genre de choses, hein, et qu'on soit sur un chantier de fouilles ou ailleurs, vous devez fouiller, vous devez travailler même sous la pluie, hein. C'est quand même des aspects qui n'est pas toujours les plus amusants en archéo. Toujours est-il que l'archéologie se définit pour son objet d'étude par ce que produit l'être humain, par donc le travail technique que produit l'être humain. La définition que donne la théorie de la médiation, c'est que l'archéologie, c'est la discipline scientifique qui étudie les objets fabriqués par l'être humain. Et donc, les poulets, justement, en sont, parce que souvent, on a tendance à penser que, comme on parle de technique, on parle d'artefacts. Et si on parle d'artefacts, on parle des objets inertes, comme ce que l'on a là, que ce soit les torches, que ce soit l'enclos, que ce soit les entonnoirs à poulets. Mais en fait, on ne parle pas que d'éléments inertes. Quand on parle d'artefacts, on parle également aussi d'éléments vivants, comme le sont les animaux domestiques en général, dont les poulets. C'est pour ça que c'était très sympa que tu nous évoques les poulets tout à l'heure, parce que s'il n'y a pas l'être humain, il n'y a pas de poulet. On va avoir des coqs de bruyère, on va avoir des animaux sauvages qui sont à l'origine effectivement des animaux domestiques que l'on a aujourd'hui, mais les animaux domestiques sont une production de l'être humain et à ce titre, ils représentent en fait un artefact, un document archéologique. C'est d'ailleurs pour ça que là ils sont vivants en l'occurrence, mais quand on est sur les chantiers de fouilles ou quand on fait une prospection, on peut trouver un ensemble d'ossements de poulets par exemple, on se dit s'il y a des poulets ici, c'est que l'être humain est passé. Alors qu'on ne se dirait pas ça si, par exemple, on trouvait des coqs de bruyère. Donc, on va étudier le terrain parce que soit c'est un élevage, soit c'est qu'il s'est passé quelque chose, parce que ça représente la présence de l'être humain, en fait. D'accord. Et c'est plus clair. Ouais, c'est très clair. Il y a beaucoup d'espèces qui font ça, ou c'est juste... C'est pas que le poulet, évidemment, hein. Ce sont tous les animaux domestiques, hein. Donc tu vas avoir les bovins, tu vas avoir, ne serait-ce que les chiens, hein. Il faut savoir que l'ancêtre du chien, c'est le loup. Donc le loup est l'écophact, c'est l'animal sauvage. Si on a du loup, on va pas s'intéresser à l'espace en tant qu'archéologue. Ça va être le paléozoologue qui va travailler sur l'origine du loup. En revanche, si on a du chien, donc un loup domestiqué, hein, parce que le chien sauvage, ça n'existe pas. On a des chiens marrons, des chiens qui sont retournés à l'état sauvage, mais ça reste des chiens. C'est-à-dire que l'être humain est passé par là. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est que quand vous avez un loup canadien et qu'après vous avez un chihuahua, c'est pas tellement la même taille, c'est pas tellement le même comportement. Or, le chihuahua est issu du loup par croisement. Les zootechniciens, qui sont des personnes qui vont manipuler justement l'animal pour arriver à faire qu'il ait plus de viande, il soit plus résistant à la chaleur, il soit nanifié, enfin tous ces aspects-là justement participent de ce qui va nous intéresser nous pour comprendre, par exemple pour les zootechniciens, comment ce métier s'est développé au sein de l'histoire humaine pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Et du coup, à partir de tout ça, de tout ce qui s'est passé, on peut dater à quel moment en fait les espèces elles se sont, on a eu plus d'espèces domestiques que sauvages. Enfin, à quel moment elles se sont bien domestiquées, quoi. Je sais pas si je pose bien ma question. En fait, si je vois ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est que il est vrai qu'il y a un temps entre la domestication, déjà les débuts de la domestication, sachant qu'on a tendance à faire remonter ce temps à 8000 avant Jésus-Christ. Sauf qu'en réalité, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que quand on parle des origines de la domestication, on met l'ensemble, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux. On est au moment de la néolithisation, en fait. Mais en réalité, on a déjà des espèces domestiques bien avant, puisqu'on en a déjà en 15 000 en Europe pour ce qui est du chien. Ça, c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Ma spécialité, en fait, en tant qu'iconologue, plus qu'en tant qu'archéologue, c'est la façon dont les êtres humains se sont réappropriés le monde animal. Et justement, donc je suis allé travailler avec, parce que quand on est un scientifique, on ne travaille pas tout seul, on va travailler avec d'autres disciplines. Et donc je suis allé voir des archéozoologues, des personnes qui travaillent sur l'évolution des animaux justement à travers le temps, mais spécifiquement quand ils ont été manipulés par l'être humain. Je suis allé voir des zoologues, des paléozoologues, des vétérinaires, tout un ensemble de personnes qui m'ont permis de mieux comprendre. Et pour répondre à ta question, donc
comme tu l'as entendu, déjà, on a des animaux domestiques déjà en 15 000 avant pour ce qui est du chien. On a peut-être, ça c'est quelque chose qui reste en suspens, des chevaux bien avant. Pour l'instant, en fait, c'est un travail qui a été amené il y a 2 ans de ça, donc ça reste encore à l'état de recherche pour le moment. Mais en revanche, il y a certains animaux qui ont été domestiqués à d'autres plus récemment. Je pense, ou même des espèces. Par exemple, si tu m'apportes un berger allemand, je peux te dire que le berger allemand, ça a beau être un chien, donc un ancêtre, enfin plutôt un animal qui est venu du loup, il n'empêche que le berger allemand, je crois que c'est 18e ou 19e siècle. Donc tu trouves, et tu peux déterminer qu'il s'agit bien d'un berger allemand, ça a intérêt à ne pas avoir que les ossements, parce que ça c'est pas suffisant à ce moment-là. Et ben tu peux dire, bon et voilà, là je suis sur un site du 18e ou 19e siècle. Il y a plein de questions intéressantes dans le chat, on peut les vite fait venir dessus. Est-ce qu'on sait quelle espèce a été domestiquée en premier ? Alors pour l'instant, dans l'état actuel des recherches, c'est le chien qui apparaît comme l'espèce domestiquée le plus récemment. Voilà. Et dans l'état actuel des recherches, je vous disais, par rapport au cheval, ça sera peut-être à revoir par la suite. Et l'autre question, mais je l'ai perdue. J'en ai une. C'est pas le chien, c'est le loup. Voilà, on fait vite. Oui. Si on l'a déjà posé, je crois, c'est quelle espèce a été domestiquée. Oui, non, c'était après. On sait quelle espèce est issue le poulet moderne. Ah oui, c'est ça. Alors, ça, l'ennui, c'est que j'ai pas travaillé sur le poulet. Là, j'ai rebondi sur la proposition de Thibaut tout à l'heure parce qu'il aime bien son élevage de poulet. Donc, je me dis, tiens, ça tombe bien, on va l'utiliser. Mais pour le savoir, il faudrait que je travaille dessus. D'accord. Je n'ai pas la science infuse, ce n'est pas possible aujourd'hui. D'accord, très bien. J'aimerais juste en faire une nouvelle introduction, mais ça va paraître un peu bizarre, mais juste quand on t'a proposé de faire cette mission d'archéologie dans Minecraft, il y a tout de suite eu des passages qui étaient très importants pour toi. Et en l'occurrence, c'était le protocole. Est-ce que tu veux en toucher un mot peut-être et qu'on en parle 2 secondes justement des autorisations et de ces choses-là et de pourquoi c'est important pour toi? Tout à fait, parce que de toute façon, on ne pourrait pas partir en exploration si on n'était pas passé par là. Donc effectivement, quand Thibaut m'a parlé de la mission archéologique, la première chose que je lui ai dit, c'est d'accord, mais il faudra que tu me présentes une autorisation, en tout cas en France. La législation fait qu'on ne peut pas aller faire de fouilles ou même de prospection. C'est-à-dire quand on va faire une prospection, on ne va pas forcément gratter à la terre, mais juste repérer le terrain sans avoir demandé une autorisation à l'État. Donc ça se présente sous la forme d'un dossier. En fait, on vient de remplir cette demande d'autorisation pour d'ailleurs un endroit où on va aller travailler. Et donc, ça a déjà posé quelques difficultés puisque tu veux bien nous montrer ta belle autorisation, Thibaut ? Tout à fait. Bah oui, justement, je vais venir là-dessus. Alors attends, c'est maintenant que je ne sais plus comment on va dans l'inventaire. Alors que voilà. Donc là, l'autorisation, elle est ici. Est-ce que vous voulez que je la lise ou c'est pas nécessaire ? Est-ce qu'on peut la voir à l'écran surtout ? Je pense que c'est mieux que tu la lises. Ouais. Théo, parce que nous, on va pas la voir. Du coup. Alors, autorisation de prospection. Ouais, voilà, c'est bon, il l'a mis. Autorisation de prospection pour le projet Minecraft Explorer. En France, les fouilles archéologiques sont soumises à autorisation de l'État. Il en va de même de la prospection archéologique. A fortiori, si elle recourt à des outils de détection, comme le précise l'article L542-1 du Code du patrimoine. Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détention d'objets métalliques à l'effet de recherche de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative en fonction de la qualification du demandeur, ainsi que la nature et des modalités de la recherche. Donc l'autorisation est délivrée par le préfet de la région concernée par la prospection après l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique concernée. Dans le cadre du projet Minecraft Explorer dirigé par M. Thibaut Brunet, il a été accordé à l'archéologue responsable au sein de la mission, le Dr Jean-Olivier Gransart-Desmond, en charge du laboratoire de l'association Archéotopia,
une autre voie pour l'archéologie, une autorisation de prospection dans les conditions présentées dans le dossier du projet déposé auprès du service régional de l'archéologie de Minecraft pour valoir acquis de droit, fait à Paris le 30 novembre 2020, avec l'accord de la commission interrégionale de la recherche archéologique, préfet de Minecraft. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans la contrainte à laquelle tu as été confronté, c'est que, bon, d'une part, tu as fabriqué un document archéologique. Alors, pour les gens qui utilisent Minecraft, tu peux aussi peut-être évoquer les affres auxquelles tu as été confronté pour le faire dans Minecraft. Oui, alors finalement, c'était pas si difficile que ça, mais effectivement, en fait, tout devient une aventure parce que vu qu'on part de zéro dans Minecraft, peut-être que Manon pourrait aussi nous en toucher un mot, mais effectivement, donc il a fallu fabriquer du papier, il a fallu fabriquer le livre. Pour fabriquer le papier, il fallait prendre de la canne à sucre. Pour fabriquer le livre, il a fallu utiliser le papier et du cuir. Et puis c'est comme ça qu'on a pu faire, le livre. Voilà. Et alors, c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si Manon pourrait nous en dire quelques mots concernant par exemple la canne à sucre. La canne à sucre, là ça rejoint un peu l'histoire des poulets. Est-ce que c'est un élément qui apparaît comme ça dans Minecraft ou est-ce qu'il faut le produire? Non, ça apparaît, mais on peut en récupérer pour en replanter. Si je me souviens bien, il faut juste être proche d'une source d'eau, mais sinon ça peut se planter à peu près partout, quoi. Alors, ça c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Il y a être proche d'une source d'eau parce que ça vous permet de comprendre comment en fait, on va fonctionner en archéologie, étant donné qu'on fait en fait de la rétro-ingénierie. C'est-à-dire que là, la canne à sucre, si on en trouve dans Minecraft, un endroit où il n'y a pas de source d'eau, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui l'a déposé. Puisqu'apparemment, s'il faut qu'il y ait une source d'eau à proximité, ça va être une contrainte. Donc, les gens de Minecraft qui vont vouloir établir un village où va y avoir un élevage de canne à sucre, si j'ose dire, enfin une agriculture de canne à sucre, ils vont chercher à aller près d'un point d'eau. Donc, souvent, une des questions qui nous est posée, c'est mais comment vous savez où il faut que vous alliez faire des recherches? Eh bien, voilà, ça, c'est un des exemples que Minecraft aide à mettre en évidence, c'est la notion de contrainte liée à la matière première. Cette matière première, elle doit être près d'une source d'eau, donc c'est-à-dire que les personnes, elles vont aller près d'une source d'eau. Moi, en tant qu'archéologue, le sachant, je me dis, bon, alors, si je veux trouver éventuellement des villages, si jamais qui se sont spécialisés sur la canne à sucre, je vais aller regarder le long des rivières, je vais aller regarder, est-ce que les marais sont une source d'eau suffisante ou il faut autre chose? Non, les marais, normalement, ça va. Mais c'est pas le genre de culture qu'on retrouve dans les villages, il me semble. Les seuls qu'on retrouve vraiment, il y a la betterave, les carottes, les pommes de terre, le blé, et j'en oublie peut-être d'autres. Alors après, peut-être qu'avec le blé, tu vois, on va toucher aussi à une des contraintes qu'on a eues dans Minecraft, puisqu'on est quand même dans un jeu, hein, on n'est pas dans un univers qui a les mêmes contraintes que le nôtre. Est-ce que pour le blé, cette denrée, elle arrive comment? Cette matière, elle arrive comment? On la trouve ou on doit la fabriquer? Comment ça se présente? Alors, en général, quand on se balade, on voit certaines touffes d'herbe. Donc là, j'en vois pas trop autour. Si, là, on va en voir. Hop. Attends, je te suis. Ouais. Des petites touffes d'herbe comme ça. Et en les cassant, tout simplement, des fois, il y a des graines de blé qui peuvent apparaître. Donc bon, là, ça n'a pas l'air de vouloir. Et ces graines de blé, ensuite, il va falloir qu'on se mette proche d'un endroit où il y a de l'eau, qu'on travaille la terre avec une houe, et ensuite qu'on les plante. Et si on veut qu'elles poussent un peu plus vite, donc on met de la poudre d'os, donc dans le jeu qui sert d'engrais, entre guillemets, et c'est mieux s'il y a de la lumière aussi pas loin. Parce que donc, depuis tout à l'heure, que ça soit pour la partie de l'autorisation, où on a évoqué le papier, donc aussi forcément couper des arbres pour obtenir du papier, etc. Là, on a parlé des animaux, et là, on parle des végétaux, et les végétaux, c'est la même chose. C'est-à-dire que finalement, pour pouvoir faire du blé, il va falloir, en partant d'un élément de matière première, rassembler après tout un ensemble d'outils, d'autres produits de première nécessité éventuellement, pour arriver à obtenir quelque chose qu'on va pouvoir transformer et manger. Et ça a été la même chose dans la vie, hein, au sein de la domestication, c'est pareil, il faut savoir que le pain que l'on a aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'obtenir avec du blé, avec en fait une graine sauvage. C'est une graine qui a été modifiée de telle façon qu'elle produit suffisamment de farine pour obtenir le pain qu'on a aujourd'hui. Mmh. D'accord. Donc là, Thibaut, j'ai trouvé tes grains de blé, donc je te les envoie. Ouais, très bien.
Voilà. Et ce qui est bien fait aussi dans Minecraft à ce niveau-là, c'est que certaines ressources vont servir à la reproduction des animaux. Donc là, par exemple, pour les poulets, si on donne des grains de blé à 2 poulets qui sont côte à côte, ils vont faire un petit. On va voir des petits cœurs apparaître et voilà. Ok. Comment on jette quelque chose déjà? On appuie sur quelle touche? Alors, ça dépend comment tu les as paramétrés, parce que moi, j'ai tout changé. Donc, je ne peux pas te dire. Alors là, par exemple, déjà, j'ai du blé dans la main, donc il y a plein de poulets qui me regardent. Ils se sont tous accumulés vers toi parce qu'ils attendent que tu les nourrisses. Voilà. Alors, j'ai pas vu de cœur. Mais il faut que tu en aies 2, en fait. Que tu aies deux grains et que tu en donnes à 2 poulets différents. Ah, c'est ça. J'en profite. J'ai raté. Oui, on va attendre que le test soit terminé. Après, je demanderai à Gauthier de me rejoindre pour qu'il ait le même point de vue que le mien. C'est bon, Thibaut? Ouais, ouais. Si je propose de voir ce point de vue-là, c'est parce qu'on va y revenir par la suite, mais la construction en fait du poulailler, avec à la fois les dalles de pierre, l'enclos, les coffres dessous, ça occupe un espace. Si Gauthier veut bien me suivre, on va en faire le tour. On va en faire le tour sur le côté. On voit l'espace que ça occupe. Et cet espace, cette emprise au sol, c'est aussi un des détails qui va intéresser les archéologues. Parce que si jamais on devait détruire, alors là, dans Minecraft, le problème, c'est quand on va le détruire, on va le récupérer. Donc, on va rien trouver sur place. Mais dans le monde dans lequel nous, on se trouve, si on voulait le détruire, on retrouverait en fait un gros rectangle. Et ce gros rectangle au beau milieu de la nature, avec les arbres, la terre, etc., il est évidemment pas normal. Donc là, on touche à la notion d'anomalie. Quand on fait une prospection, justement, on va essayer de repérer des anomalies qui vont permettre de se rendre compte qu'il y a eu le passage de l'être humain. J'en profite un peu pour remercier tous les gens qui ont follow et qui ont sub la chaîne. Merci beaucoup. Désolé, on essaie de pas trop couper les intervenants, parce que le contenu avant tout. J'en profite, il y a quelqu'un qui posait une question concernant de quoi ça protège d'avoir l'autorisation du préfet? Alors c'est une très bonne question, ça, effectivement. Alors c'est pas seulement protéger, alors ça protège évidemment de la destruction d'un patrimoine qui pourrait ne plus être là, et malheureusement je connais un bon nombre de cas, y compris par des élus qui ont outrepassé la législation, à savoir en faisant des parkings, en faisant d'autres constructions des immeubles, etc., sans demander d'autorisation, ce qui fait que ce qu'il y avait à cet endroit-là, si ça pouvait par exemple aider à comprendre quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre jusqu'à présent, on ne le saura jamais puisque ça a été détruit. Donc il faut savoir en plus que si j'ai cet objet qui est un artefact, je l'ai dans la main, je ne peux pas arriver à en faire son histoire aussi bien que quand il est coincé dans le sol. Parce que quand il est coincé dans le sol, alors encore une fois, dans Minecraft, quand on casse quelque chose, ça va tomber, on va le récupérer. Mais là, s'il est sur une table, s'il est coincé dans le sol, la table étant en bois par exemple, la table va disparaître, mais là comme ce sont des éléments qui eux sont en plastique, en métaux, etc., on va retrouver une partie de cet objet comme s'il flottait, parce qu'il a été justement saisi dans le sol. Et grâce à ça, et alors, notamment à Pompéi, c'est un des cas emblématiques, on va savoir qu'il y avait quelque chose dessous. Donc on va pouvoir arriver à reconstituer en fait l'environnement dans lequel l'être humain qui a vécu à cet endroit-là vivait. Et je connais un bon exemple par rapport à ce que je vous indique à Mari, sur le site de Mari en Syrie, où on a pu mettre en évidence qu'ils utilisaient des bibliothèques. Donc en matière périssable, puisque la bibliothèque elle-même, est-ce que c'était en bois ou dans une autre matière, ça j'en sais rien, mais la matière elle-même a disparu. En revanche, on a retrouvé des tablettes d'argile qui flottaient dans le remblai en fait qui était arrivé de par la destruction de l'espace. Et donc grâce à ça, on a pu reconstituer en fait l'endroit où se trouvait la bibliothèque, quel était l'angle du mur, et aussi donc arriver à retrouver les circulations également. Donc l'intérêt de faire cette demande, c'est qu'elle protège de cette destruction, mais elle permet également, c'est pas uniquement un aspect répressif, il y a aussi en fait un aspect qui est très positif. Elle va permettre de pouvoir identifier qu'à un endroit en particulier, on a repéré
le passage de l'être humain. Et c'est ce qu'on appelle la carte archéologique en France, puisque les cartes archéologiques ne sont pas faites partout dans le monde. Chaque pays a sa législation. Et donc, en France, on va avoir une carte archéologique qui va dire « Ah, ben tiens, à tel endroit. » Et quand on commence à avoir, alors là, c'est quelque chose qu'on connaît en Île-de-France, où on a repéré plusieurs enclos. Quand on commence à avoir plusieurs endroits qui sont repérés, on va pouvoir travailler non plus sur uniquement un site, mais sur un ensemble de sites. Et donc arriver à reconstituer la vie et les interactions qu'il y a pu y avoir entre les différents endroits qui ont été repérés. Donc ça permet aussi de travailler entre archéologues, de pouvoir dire « Ah ben tiens, toi tu avais ça », le fait qu'on sache, quand vous faites une demande d'autorisation, elle va être listée avec les autres demandes. Si elle est acceptée, il y a une sorte d'annuaire en fait de l'ensemble des chantiers, des prospections, des inventaires, etc. qui ont été réalisés dans l'année. Et nous, c'est la première chose qu'on fait, c'est on va regarder, voir s'il y a déjà eu des personnes qui ont travaillé sur, par exemple, quelque chose sur lequel on va être amené à travailler. Et ça va permettre de se mettre en contact avec l'archéologue qui avait travaillé sur le sujet ou avec l'historien de l'art quand il s'agit souvent d'inventaire, en fait. Et donc de mieux comprendre, de mieux appréhender l'endroit où on va travailler. Très bien. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas de bataille entre les archéologues? Oh. Non, entre les archéologues et les géologues. Ouais. Entre les archéologues et les géologues. Alors, a priori, moi, j'en connais pas. Après, ça dépend si vous parlez des géologues amateurs aussi, parce que souvent, là où il y a des batailles, c'est plus entre les professionnels et les amateurs. D'accord. À savoir que la profession s'étant professionnalisée, c'est le cas à partir des années 70, auparavant c'était beaucoup d'amateurs qui intervenaient et depuis que ça s'est professionnalisé, c'est pas toujours évident à ce qu'il n'y ait pas des confrontations entre archéologues professionnels et archéologues non professionnels. Sinon pour les géologues, ça je connais pas. Les spéléologues, oui. Ça, je sais qu'il y a souvent eu des soucis avec des grottes qui ont été des grottes peintes qui sont découvertes et les spéléologues qui n'ont plus accès en fait à l'espace. Donc ça dépend en fait des archéologues, parce que si l'archéologue est sensible le spéléologue lui-même, souvent il n'y a pas de souci, et souvent quand il ne l'était pas, ça a créé des dissensions effectivement. D'accord. Je vous propose qu'on aille voir la première, qu'on aille visiter la caverne. Yes. Est-ce que vous me suivez ou c'est Gauthier qui nous guide à voir? Enfin, venez par là. On avait une autre question, tant qu'on fait le chemin. Il pourrait y avoir une couche de sédiments intéressante, mais potentiellement surmontée de traces d'archéologie, du coup. Où ça? Je sais pas, j'essaye de retrouver par rapport à ce qui a été dit au-dessus. Parce que effectivement, quand on fouille, on va chercher à dégager. Alors, ce ne sont pas toujours des sédiments liés à une érosion naturelle. Ça peut être tout à fait la terre qui a été utilisée pour la construction. Quand vous avez effondrement en fait d'un habitat. Et je pense notamment au Proche-Orient, des habitats en briques, faire la différence entre la brique qui est restée en parfait état et celle qui s'est effondrée, pour vous, ça reste de la terre, quoi. Donc je ne sais pas, là, pour répondre à la question par rapport au sédiment, il faudrait que je sache un peu plus de quoi il s'agit. Si c'est par rapport à ce que j'ai évoqué concernant l'emprise que va avoir cet effondrement pour arriver à situer, c'est pas un sédiment. C'est pour ça que là, c'est parce qu'en fait, les maisons qui étaient en briques crues se sont effondrées et cet effondrement a figé en fait les éléments qui étaient à l'intérieur. Vous imaginez que vous vous retrouvez à l'intérieur dans votre maison s'effondre sur vous. Voilà, vous allez être pris à l'intérieur de la maison, dans la pièce, ça va être la cuisine, ça va être. Et si on imagine que l'horloge elle est arrêtée à cet endroit, on va savoir qu'à telle heure vous faisiez tel type d'activité. Après. En matière de sédiments, là où c'est intéressant, c'est que quand vous êtes sur des champs, justement, la nature de la terre ou du sédiment ne va pas être le même, si c'est de l'argile, si vous avez des sédiments fluviaux, etc. Et donc vous allez pouvoir arriver à remonter également la chronologie de est-ce que c'était le champ qui était avant qu'il y ait le fleuve qui se mette ou est-ce que c'était l'inverse.
Et là, effectivement, cette succession de couches sédimentaires va être intéressante. Mais Alors, je suis jamais désolé, mais comme je le fais les gestes collectif en même temps, conscient, merci c'est Gauthier. trop bien. On t'a perdu, ouais, c'est ça, on te cherchait en fait. Personne disait rien, mais on était, mais il est où? Je fais souvent des gestes quand je parle, donc je suis désolé. Alors là, pour l'instant, on est donc comme Thibaut a eu l'autorisation que l'on fasse un inventaire de l'endroit où on va dans Minecraft, on se promène librement pour essayer de trouver des espaces qui ont été occupés par l'être humain. Donc là, les torches montrent qu'on a commencé à faire ce travail de repérage. En revanche, l'absence de cohérence, hein, je suis en train de regarder, Thibaut, tu peux regarder le ciel de grottes. On voit qu'il y a des carrés dans tous les sens. C'est pas quelque chose qui a apparemment été aménagé. Donc on est dans un espace naturel et on est dans un écofact. Les écofacts peuvent quand même être intéressants puisqu'on a dans les grottes ornées sont des écofacts. Ils ont peint, mais ils ont utilisé un espace qui, lui, n'avait pas été aménagé pour ça spécifiquement. Donc là, on est en train d'aller chercher un endroit qui soit plus de l'artefact lui-même. Alors Thibaut, je te suis. Alors c'est par ici. Je mets toutes les torches allumées, c'est moi qui les mets en direct. Hein. C'est vraiment pour que vous me suiviez. Et voici donc alors, pour rappel... Oui, voilà. Là, on a clairement la trace du passage d'un être humain. Pourquoi? Tiens, puisqu'on est en direct avec d'autres personnes, est-ce qu'il y en a qui pourraient nous dire pourquoi par chat? Pourquoi il y a... Quelle est la trace? Je dis que là, on a un document archéologique et qu'on a l'humain qui est passé. Alors que tout à l'heure, je disais, voilà, on est dans une grotte, ça c'est un écofact. Là, l'être humain, on ne peut pas savoir s'il est passé ou non. Alors, le chat va-t-il répondre? Est-ce que... Il y a un petit délai normalement pour avoir la réponse du coup. Et puis, vous pouvez aussi répondre. On voit pas vous-même, hein. grand-chose. Non, mais du coup, on nous répond les angles droits, il y a des matières différentes, il y a du bois sous la surface, Voilà. donc forcément Il y a un des déplacement de matières matériaux. Il y a du bois, et il y a du bois, non seulement, il y a du bois qui est... on n'aurait pas du bois comme ça. Vous voyez là, les petits trous qui sont donnés, on a un aménagement en fait de forme qui se retrouve par ailleurs, et effectivement des matériaux différents, des matériaux qui ont été aménagés. Donc ça, c'est pas Minecraft c'est pas l'environnement naturel qui le présente, même si, c'est là où c'est la difficulté avec le jeu, il y a des choses qui préexistent dans Minecraft, alors que dans le monde dans lequel on est, ces éléments-là ne préexisteraient pas. Donc là, on sait que l'être humain est passé, et si Gauthier veut bien nous suivre, alors on met rien pour l'instant. On met rien barrières dans le chat. Gauthier, vas-y, suis-nous, suis-moi, et on voit plus rien. Et c'est là où on est bien emmerdé quand on est. Est-ce que tu veux que je mette de la lumière ou pas? Non, mais justement, je faisais ça exprès, c'est-à-dire que D'accord. comme on est des archéologues qui sommes en train de faire une mission exploratoire, normalement, notre premier... non, justement, ça ne sera pas de mettre de lumière parce qu'on va être obligé de déposer. On est sur un endroit qui est vierge. Normalement, même, on ne devrait même pas marcher dessus. On devrait mettre des planches parce que ça se trouve, comme c'est le cas sur le site du Rosel en Bretagne, il pourrait y avoir des empreintes de pas. Et ces empreintes seraient intéressantes pour comprendre, c'est ce qu'ils font au site du Rosel, donc essayer d'arriver à comprendre quels sont les espaces qui ont été utilisés par qui en fonction des empreintes. Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des adultes? Est-ce qu'ils ont stationné longtemps? Est-ce qu'ils ont fait des outils à ce moment-là? Donc c'est pour cette raison-là qu'on essaye de protéger un maximum. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette demande d'autorisation. C'est pour savoir qui va aller faire l'exploration. Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît ou est-ce qu'il faut lui mettre avec lui quelqu'un qui connaît pour être sûr qu'il n'y ait pas de destruction de l'information? Et donc normalement, on est censé ne rien toucher Mais jamais, dis donc. pour s'assurer qu'on a tout en état pour après faire l'étude. Sinon, si on y va en mettant des torches, parce que qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Manon, qu'on ait des portes comme ça dans Minecraft? Là, ça veut dire qu'on arrive dans un mineshaft. Et du coup, les mineshafts, c'est un peu les mines de Minecraft. Donc, on va trouver des rails avec des coffres. Donc, dans la vraie version survie, on va retrouver plein de monstres qui vont nous arriver dessus. Donc, des araignées, des spawners à araignées, des squelettes, des zombies.
des creepers, donc ces petits monstres verts qui explosent dès qu'on s'en approche. C'est magnifique. Comme dans la vraie et- vie, quoi. Le mot magique que tu as employé, si j'ose dire, c'est des coffres. Et Oui. forcément, quand on est un joueur, on va aller direct au coffre. Et donc, on va aller. Et quand on est un pilleur, on va aussi aller direct au coffre. Ce que ne va pas faire un scientifique. Le scientifique, il a beau savoir qu'il y a un coffre, par exemple, il va pas y aller. Il va d'abord se dire, bon, moi, ça m'intéresse de rendre compte, par exemple, de comment Minecraft a aménagé ce mineshaft. Donc, je vais faire une photo d'écran. Je vais chercher à prendre des mesures ou des pas. Je vais essayer de documenter au fur et à mesure tout ce que je peux trouver. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas d'accéder au coffre pour sortir le trésor. Ce qui m'intéresse, c'est de rendre compte de l'histoire de Minecraft, par exemple. D'accord. Par contre, je me posais une question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le fait de poser des planches, du coup, pour pas abîmer le sol. Est-ce qu'on n'efface pas quelque chose quand on va avancer sous ces planches? Est-ce qu'on perd pas une information quelque part? Alors ça, c'est la grande difficulté, hein, parce que même quand tu fais un chantier de fouilles, tu détruis. L'archéologie a ceci d'un peu particulier par rapport à d'autres disciplines scientifiques, c'est que quand elle fait la fouille, sachant que la fouille est un outil de l'archéologie, ce n'est pas une fin en soi, comme on l'a compris. La fin, c'est d'arriver à comprendre comment l'être humain vit au travers des objets techniques. Tu as raison, quand tu vas mettre la planche, mais c'est pour ça qu'on met une planche en général, c'est qu'on va espérer que si jamais il y a quelque chose dessous, on va l'écraser, enfin le laisser sur place. Donc, quand on va la retirer, sachant que normalement, en fait, quand tu vas poser la planche, tu vas la poser, c'est du genre, si Gauthier regarde le sol, il va commencer à scruter le sol, donc il va regarder la différence d'endroits, voir s'il y a des indices, il va utiliser une loupe s'il faut, il va utiliser tous les outils qu'il peut avoir, et une fois qu'il se dit, bon, c'est bon, il n'y a rien, je pose une planche, et j'avance. D'accord. Oui, c'est pas posé n'importe comment juste pour avancer. Non, c'est pas posé n'importe comment. Non. Mais jamais Et avec l'exploit également, qu'en posant la planche, il y a des éléments qui t'ont échappé. Ça n'empêche que ça n'est pas la même chose que quand tu arrives avec des choses surcrantées et que donc résultat, tu vas faire des trous carrément. La planche va quand même avoir un aspect homogène quand elle est posée. Okay. Tu sais que dans le chat, il y avait le geek qui disait, mais je suppose que tu as un peu répondu à la question, si une expédition tombe sur un passage étroit et long avec plein de traces au sol, intéressante à étudier, comment procède-t-il pour accéder de l'autre côté, donc tu t'observes, comme tu viens de dire. C'est ça, au départ, tu vas d'abord observer effectivement ce que tu as et tu vas avancer petit à petit parce que là, il se trouve, c'est aussi une des difficultés pour les archéologues. En particulier, moi, il se trouve que j'ai comme je m'intéresse beaucoup à la préhistoire, j'ai commencé avec la préhistoire et je suis arrivé sur les périodes plus récentes. Je dis ça parce que les techniques d'approche vont être différentes en fonction souvent des périodes. Quand tu arrives sur des sites préhistoriques liés à des grottes, tu ne vas pas avoir la même façon de procéder que quand tu es sur une fouille subaquatique, sous l'eau, que quand tu arrives ou que tu as vu que tu avais un site gallo-romain. Donc, parce que dans un champ, tu as le tracteur qui est en faisant ses sillons, a mis en évidence le fait qu'il y avait des pierres, et donc tu arrives par le dessus, et donc tu vas dégager au fur et à mesure. Donc il y a plein en fait de cas auxquels tu peux être confronté. Là, par exemple, il y en a un auquel on va être confronté, qui est que les personnes ont déjà fait un trou, et on va sur un cimetière. Et donc on va travailler pour une partie sur le côté pour avoir la stratigraphie et sur le dessus, mais là parce qu'il se trouve que les personnes ont déjà creusé. Généralement, on espère que ça ne soit pas le cas. Bon, là, c'était pas de chance, ça s'appelle une découverte fortuite, ils ne savaient pas sur quoi ils allaient tomber parce qu'ils faisaient autre chose dans leur jardin et ils sont tombés sur des squelettes. C'est comme quoi il n'y a pas que dans Minecraft que ça arrive. Ouais. Donc c'est pour ça c'est pour ça que c'est difficile de répondre à savoir comment on peut faire dans chaque cas, parce que chaque cas peut avoir une particularité, même s'il y a des grands ensembles. Ok. Comment tu veux procéder? Est-ce que tu as envie qu'on suive un fil, qu'on suive je sais pas comment ça s'appelle, un tunnel, celui-ci par exemple, avec des torches? Alors là, on ne va pas y aller comme on irait dans le cadre d'une mission. C'est pour ça on avait fait déjà une phase exploratoire avec Thibaut pour que je lui indique, oui, mais voilà, si on faisait vraiment une mission scientifique,
eh ben ça prendrait plus de 2 heures parce qu'il faudrait tout documenter. Donc là, il faut que les personnes qui nous regardent acceptent effectivement de se prêter au jeu, qu'on est plus dans une dimension pédagogique de comment ça se présente, parce qu'on va devoir mettre des torches et on ne va pas respecter ce qu'on vient de dire. Alors, évidemment, de toute façon, effectivement, on n'a pas trop le choix. Je me permets d'être peu. Tu me diras où tu veux aller. Ah, je me perds. Je te suis, en fait. Tu me suis, mais en fait, je crois que cette goulée-là est plus ou moins une impasse. Je pense qu'il faut aller là, si tu... par ici, tout à fait. Hop. Là, on a des rails déjà, effectivement. On a des rails. Alors, alors là, par exemple, on peut parler de la question de la fonction avec ces aspects-là. Parce que pour l'instant, on avait juste les portes de soutènement, mais ça aurait pu être une mine. Une mine, j'entends par là, pour extraire de la pierre, par exemple. Là, on a des rails. Alors, on peut toujours être sur le cadre d'une mine, mais on a un peu dévoilé ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on arrive vers des coffres quand on est sur les mineshafts. Donc, on anticipe déjà les notions de fonction, à savoir que pour un joueur comme pour un archéologue, le fait d'arriver à avoir ces structures, en archéologie, on parle de structures, j'entends par là pour les portes, pour les rails, etc. Le fait d'avoir tout ça, là on voit effectivement un aménagement avec des piliers de bois, Gauthier, que tu peux voir, et puis tu as la mine qui se poursuit. On voit qu'on a aménagé vraiment l'espace. On a même des toiles d'araignée qui viennent dessus. Et donc on peut s'approcher de la question de la fonction, qui est un des éléments très importants pour l'archéologue. La fonction, c'est d'arriver à comprendre à quoi sert un objet ou une structure. Donc là, dans le monde de Minecraft, si je comprends bien, la fonction, c'est que à partir du moment où vous repérez un mineshaft, vous savez qu'il y a un trésor. Donc ça, c'est la fonction. On sait qu'il y a plein de coffres dedans, enfin, si on a de la chance de les trouver, parce que c'est un vrai labyrinthe. Et c'est aussi que plus on va descendre dans le mineshaft, plus on va avoir de la chance de tomber sur des minerais. Donc le diamant, le fer, on en trouve à peu près à toutes les couches. Le diamant, c'est que sur certaines. Il y a de l'or, il y a de l'émeraude, le lapis lazuli et la redstone qu'on a vu au live de la semaine dernière. Alors, je crois que j'en oublie pas. J'en profite maintenant pour rebondir sur un des aspects liés à cette fonction, c'est que résultat, est-ce que vous avez repéré si dans Minecraft, les joueurs ont tendance à établir leur campement à proximité, quand ils trouvent une mineshaft comme ça qui est aussi importante, est-ce qu'ils ont tendance à rester à proximité ou au contraire, ils vivent ailleurs? Alors, en survie, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher à descendre et on se fait notre propre base sous terre. Et après, c'est en partant un peu chacun de notre côté, on va finir par tomber dans des cavernes ou dans des mineshafts. En gros, on n'a pas forcément la chance de tomber comme ça d'une grotte qui donne sur l'extérieur directement dans un mineshaft. La période où je jouais beaucoup, c'était assez rare quand même. Donc, c'est là, en fait, on tombait dessus par chance. Et du coup, il fallait qu'on ait notre base pas loin et qu'on essaye de se repérer avec les torches pour pouvoir aller vider ce qu'on va trouver, récupérer des minerais, récupérer tout ce qu'on peut et revenir à la base pour fabriquer d'autres éléments qui nous permettent donc d'aller dans le Nether, qui est un peu les enfers de Minecraft, et l'Ender où il faut affronter le dragon à la fin, quoi. Après, c'est peut-être aussi influencé parce que les mines aussi, c'est dangereux de manière générale. Donc, oui, c'est ça aussi. Alors, il y a quelques questions. On fait pas notre base dedans, quoi. Alors, ça, c'est intéressant aussi, le terme d'influencer. Parce que c'est aussi ce sur quoi on va travailler en tant qu'archéologue. On va chercher à essayer de savoir ce qui a influencé, en fait, donc autrement dit, confronté à une mine comme celle-ci, dans la vie courante, on va dire non, ils vont pas effectivement faire leur base à l'intérieur parce qu'il y a des conditions d'humidité, il y a en fait d'autres éléments, d'autres contraintes, mais le terme d'influencer est un des éléments qui explique pour quelles raisons les archéologues vont aller à tel endroit plutôt qu'à tel autre pour trouver des informations. Qu'est-ce qui a influencé la personne? Alors, j'avais vu quelques questions intéressantes. Est-ce que, alors ça revient à la question précédente sur la première exploration, est-ce que l'utilisation du drone pour un premier passage est une solution future envisageable pour ne pas effacer ces traces possibles?
Alors, l'utilisation du drone est évidemment une solution très intéressante, d'autant que elle est utilisée de plus en plus, surtout en prospection à l'extérieur, avec le lidar notamment qui permet de pouvoir, quand vous êtes dans une forêt, avoir la partie qui est directement au sol. Après, la difficulté, ce sont les questions de portée. C'est-à-dire, si on est par exemple en grotte, parce que le drone, pour pouvoir le manipuler, c'est quand même plus facile quand vous l'avez à proximité que si jamais, quand vous êtes en grotte, il faut arriver à faire en sorte qu'il ne touche pas les différentes aspérités. Mais je pense que ça, c'est une question de coût avant tout, puisque maintenant on a la possibilité de pouvoir, si jamais on est trop près, comme pour les voitures, on est trop près d'un espace, faire en sorte que le drone aille à notre endroit. Et après, à l'heure actuelle, ce qui pose souci, c'est pas tellement les capacités techniques, c'est plus la question financière qui va avec. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de laboratoires en archéologie qui se limitent à 2 ou 3 personnes avec des moyens qui sont très réduits. Donc voilà, tout le monde n'a pas un drone chez lui, quoi. Par contre, je me posais une question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc avec les autorisations. Est-ce que quand on découvre un site, le temps de faire l'autorisation, de recevoir du coup le papier ensuite et tout, est-ce que on ne prend pas le risque de perdre de l'information et que quelqu'un aille sur place avant nous, quoi? Alors oui, il y a toujours ce risque-là. Voire même, il y a le risque qu'il y ait quelqu'un qui vienne avant. Il y a le risque aussi que ça soit détruit purement et simplement. Ça, c'est ce qu'on a vécu ce qu'on est en train de vivre en fait avec un endroit où on sait qu'il y a Comment on fait pour descendre déjà? Tu avances simplement et tout doucement, ça descend. Voilà, ok. À savoir que les personnes ont fait des aménagements sur leur terrain et donc résultat ils ont coupé un enclos gallo-romain. Mais l'ennui, c'est qu'on ne peut pas tellement faire autrement parce que c'est aussi, encore une fois, c'est une protection autant pour la personne qui fait la découverte que pour les personnes qui sont propriétaires, que pour le bon fonctionnement général. Donc, il y a des risques. Généralement, quand il y a une découverte qui se fait, les personnes essayent de soit masquer l'endroit si jamais c'est possible, soit ce sont des gens ce sont des archéologues qui sont coutumiers du fait, donc qui sont très connus des services et donc les autorisations peuvent arriver rapidement. Si tu fais allusion au fait de savoir que par exemple tu as fait une découverte d'un trésor monétaire ou d'objets qui soient... Généralement, il y a quelqu'un qui va rester sur place le temps qu'il puisse y avoir un dégagement fait dans de bonnes conditions. Et ça, que ça soit un site, que ça soit en fait un chantier de fouilles qui soit en cours ou que ça soit une découverte qui vient d'être faite, le problème est le même. Donc moi, y compris à l'étranger, moi j'ai pas vécu ça, mais on m'a raconté qu'il y avait la personne avec son fusil à une balle qui était restée toute la nuit plantée sur l'endroit où on avait découvert un masque en or ou des choses de ce genre-là. Donc voilà, on fait comme on peut parce que quand on prend la littérature archéologique du 19e et du 20e siècle, aujourd'hui on n'en parle plus, mais je ne serais pas surpris que ça existe encore, les archéologues de l'époque mettaient dans leur manuel du bon archéologue que, c'était le cas de Fiedler Petrie notamment, que j'apprécie beaucoup, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en Égypte, pour être sûr que les objets qui étaient trouvés, il allait les lui donner, il récompensait en fait à l'objet qui lui était apporté. Comme ça, il était sûr qu'ils n'allaient pas chercher à le conserver pour le vendre plus tard. Y compris sur un chantier de fouilles, donc. Donc oui, oui, voilà. Je vois ton regard, ce n'est pas simple. Oui, clairement. Il y a une question qui est intéressante. Il y a une petite fleur en bas à gauche. Trouve-t-on des fleurs dans les grottes sans lumière pour la photosynthèse? Manon, t'es mieux placé que moi pour répondre. Pour moi, les Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on trouve des fleurs? Qui n'ont pas besoin de lumière, mais bon, j'en connais pas de tête comme ça. Et puis, normalement, dans des cavernes comme ça, il n'y a pas énormément de nutriments qui arrivent. Non, mais là, c'est pas du point de vue scientifique. Là, c'est vraiment, je trouve que la question est intéressante du point de vue de Minecraft. Qu'est-ce que ça veut dire de Minecraft, c'est arrivé comme ça au pif. C'est vraiment, c'est du pif. C'est comme il y a un peu de terre, elles sont sorties. C'est tout.
C'est de la génération procédurale. Et est-ce qu'elles servent à quoi ces fleurs-là? Est-ce qu'on peut faire de la teinture avec ou quelque chose? Je regarde vite fait. Désolée, je détruis. Mais oui, du coup, c'est de la teinture. Alors, tiens, je rebondis sur ce que tu viens de dire avec je détruis. Toi, tu as cette idée-là, puisqu'on est effectivement en exploration. Mais il faut savoir qu'un artisan va bien falloir qu'il récupère la plante. Oui. Non, mais là, je sais que je suis dans une exploration et qu'on fait un peu de la récupération ou quoi. Parce que j'aurais déjà cassé plein de trucs. Aucun respect. C'est très bien, justement. C'est aussi ça que les personnes qui nous suivent doivent bien comprendre, c'est que le scientifique, c'est pas lui qui fait. Je pense à l'archéologie expérimentale. Très fréquemment, vous avez beaucoup d'archéologues qui se sont mis là-dedans. Alors, ça a été un renouveau pour l'archéologie, d'essayer d'arriver à reproduire effectivement ce qu'on avait trouvé sur place. Ça, c'est très bien. L'ennui, c'est que maintenant, il y a un peu un mélange des genres où l'archéologue, il va aller, par exemple, faire une épée celte. Il n'est pas compétent pour ça. C'est pas son métier. Donc, normalement, en plus, non seulement il n'est pas compétent, mais en plus, comme dans toute science, si vous êtes à la fois observateur et observé, comment voulez-vous travailler correctement? C'est pas possible. Donc, normalement, on va avoir l'artisan, comme là l'a fait Manon, qui va apprendre et à qui on pose des questions, et le scientifique qui, lui, a son petit crayon, ou moi maintenant j'utilise Evernote ou une autre application comme ça, pour prendre mes notes. Et documenter la matière qui est prise, le temps qui a été mis, les endroits où la personne s'est déplacée, avec qui est-ce qu'elle travaille. Donc le scientifique, c'est effectivement la personne qui va documenter un maximum d'informations pour arriver après à assembler les différents éléments qu'il a pu récupérer et chercher à produire du savoir. Là, j'insiste là-dessus parce que souvent, en fait, on a tendance à confondre le scientifique avec l'ingénieur. Un scientifique n'est pas un ingénieur, même si au sein du CNRS, vous avez les ingénieurs de recherche, par exemple. Ça n'empêche que ce n'est pas la démarche d'un ingénieur. Un ingénieur, il est là pour trouver des solutions. Donc, il va chercher aussi à produire à partir de ces solutions. Le scientifique, il est là pour produire du savoir. Donc, la science n'est pas là pour apporter des solutions au monde que l'on connaît aujourd'hui. Elle est là pour fournir de l'information qui va être après utilisée éventuellement par les ingénieurs, par d'autres, qui vont trouver des solutions. Mais ce n'est pas à nous de trouver des solutions. Excusez-moi si je réagis là-dessus, c'est parce qu'on a tellement ce genre de choses en général. Non, mais c'est bien, ça permet de voir non, c'est très intéressant. L'écart, en fait. On a eu l'écart il n'y a pas longtemps parce qu'on a participé à un concours audiovisuel au sein du festival Paris Science. Et j'ai eu beaucoup de mal à arriver à expliquer au réalisateur avec lequel j'étais qu'on n'est pas là pour fournir des solutions, on est là pour produire du savoir. Et il ne comprenait pas trop au départ, mais après, au bout du compte, ça allait, mais il me disait, mais effectivement, ce n'est pas du tout l'image que j'en ai, parce que moi, dans mes émissions, il faut que je montre à quoi ça sert. Or, un scientifique, il sert à produire du savoir, il ne sert pas à à produire des éoliennes, voilà, ce n'est pas son travail, quoi. On va voir si on arrive à peut-être déduire des choses par ici, si on avance par ici. Hop, là, ça m'a l'air d'être un peu complexe, ça va dans tous les sens. En fait, je t'avouerai que on s'était surtout servi de la Mineshaft pour parler de la question du pillage, effectivement, au fait que montrer aussi la difficulté qu'il y a à explorer un endroit sans détruire l'information, si minime soit-elle, parce qu'en particulier quand on est sur la préhistoire, on n'a pas de texte. Donc toute information qui peut être récupérée est fondamentale pour comprendre. Par exemple, là, au sol, tiens, Gauthier, tu veux bien venir, s'il te plaît? Je crois que c'est... ça, c'est du fer, du coup. Ouais. Voilà. Bon, là, ce sont des informations qui peuvent être intéressantes pour... on a quelque chose qui est différent en termes de représentation, donc on va se dire, tiens, alors là on sait que c'est du fer, mais l'archéologue il va chercher à déterminer de quoi il s'agit, et c'est là où il va travailler peut-être par exemple avec des géologues. Parce que moi je ne suis pas compétent pour savoir que c'est du fer. Hein. Donc Manon est un très bon géologue. Du premier coup d'œil. J'aimerais bien réussir autant. Non mais tu as léché le caillou, Manon, on le sait. Tu es une vraie géologue. Non. Mais une vraie géologue lèche les cailloux, allons. Oh là. Du coup, est-ce que tu veux qu'on parte d'ici au village, ouais. Ouais, on va au village. Allez, c'est parti. Bon.
Suivez-moi la compagnie. Sur de grands sites comme celui modélisé dans le jeu, comment vous repérez-vous? Alors ça, c'est pas une question pour moi, ça. J'ai pas entendu la question. En fait. Sur des grands sites comme celui qu'on a là dans le jeu, comment on fait pour se À repérer? vous, Thibaut, à vous, comment tu triches? Vas-y, dis-le. Je vous ai Non. perdu. Ah là là. Ah, tu vas, Gauthier? Bah après, on se repère Non, généralement. mais il veut avec pas des donner torches son dans le jeu. astuce, en fait. Non, mais il a une Ah, c'est astuce, bon, mais c'est il veut pas la Non, dire. non. En fait, c'est drôle parce que en fait, le secret, le secret. Le truc, c'est que moi, très souvent, je me perds et très souvent, je me repère mal et très souvent, je sais pas trop ce que je fais quand je joue à Minecraft. Après, en préparant cette mission d'exploration artistique et scientifique, j'ai rencontré plein de gens qui connaissaient Minecraft et qui, du coup, m'ont donné tous un peu leur truc. Et par exemple, Brusicor, qui était là la semaine dernière, Rémi Franco, Il est dans le chat. lui, qui est dans le chat également, m'a juste dit la chose suivante, genre lui, il met toujours les blocs du même côté. Ah, c'est pas bête aussi. Ah, avec les torches, Alors, tu peux te repérer. Sache que ce n'est pas un truc. Hein. Ça, c'est aussi un mot à bannir chez les scientifiques. Là, tu parles d'une astuce, mais pas d'un truc. Parce que le truc, tu sais d'où ça vient, le mot truc? Non. Ça vient Non. de trucage. Et D'accord. si un scientifique truc des résultats, eh ben, il est bon pour la prison. Très bien. Là. Après, pour bien se repérer, il suffit de prendre des gens qui savent se repérer et de jouer avec eux, sinon. Enfin, Voilà. ouais, c'est ça. meilleure méthode après. Attends, je vais replanter ma fleur. Alors, Voilà. comment on fait pour déjà... Oh, c'est beau. Attends. Je t'ai perdu, Jean-Olivier. Parce qu'il n'y a pas assez de blocs et j'ai pas de blocs sur moi. Voilà, tiens, mets-toi là, prends un peu de recul, tu vas voir, tu vas passer par là. Ah, voilà. Ok. Il y a Monsieur Fourmi qui demande qu'est-ce qu'on en conclut de l'utilisation du mineshaft? Ce qu'on en conclut, c'est que quand on a, alors maintenant que je sais mieux l'historique, voilà, j'ai un référentiel. Maintenant que j'ai un référentiel, je sais que la prochaine fois que je vois une porte, comme j'ai pu voir, j'ai un mineshaft qui a donc un coffre. Si j'étais à plusieurs et que j'arrive à trouver le coffre ouvert, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà passés. Mais en tout cas, qu'il y a une présence de joueurs. J'en conclus ça avant tout. En tant qu'archéologue, hein, encore une fois, hein, pas en tant que joueur. D'accord. En tant que joueur, j'en conclus, mince, il y a quelqu'un qui est passé avant. Ceci Mais dit, c'est bien aussi parce que quand on fait de la survie sur des serveurs communautaires, quoi, donc on peut croiser pas mal de gens, si on sait qu'il y a des torches, si on voit que certains trucs ont été minés, on se dit c'est pas la peine de visiter, c'est déjà vide, ou alors il y a quelqu'un qui est là, on va se faire attaquer. Enfin, il y a les deux visions, quoi. on te suit, Gauthier, hein, c'est toi qui nous dirige. Hein. Ceci dit, la question de comment on se repère sur un grand site archéologique. Tu n'as pas répondu. Hein. Parce Mais que si. tu m'avais dit qu'il y avait une astuce, tu me l'as mentionné, tu l'as toujours pas dit. Ah oui. Par exemple, Rémi Franco me conseille de mettre les torches toujours du même côté. Voilà. Mais la question de comment on se repère dans un vrai site archéologique, elle est bonne aussi. Comment on fait? Alors déjà, des sites archéologiques de l'ampleur de la grotte de tout à l'heure, moi j'en connais. Enfin, dans des grottes, j'en connais pas. Dans des sites, je pense à Encore, par exemple, hein, on est à l'air libre quand même. Donc après, se repérer, par exemple sur le site de Marie, qui est un très très vaste ensemble. Tout a été carroyé. On appelle ça le carroyage. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris un repère. Alors, en France, on va prendre ce qu'on appelle le point NGF, hein, le nivellement général de la France. Ce point de repère-là, qui est un repère qui ne bouge pas et il y a des stations un peu partout en France. À partir de cette station, on va établir un point qui est en référentiel avec ce point-là sur l'endroit où on va travailler. Et puis, on va faire un carroyage, c'est-à-dire qu'on va faire des carrés, comme dans Minecraft. Donc, plus on va faire un grand rectangle carré, enfin, ça dépend de la taille de votre site. On fait en sorte, évidemment, de dépasser du site.
Et ça va servir, on va jouer à la bataille navale, hein, ça va servir à pouvoir se repérer sur le site A22, couche 55. Donc, il va y avoir des noms de code en fait, qui vont être donnés. Et c'est comme ça que tout ce qui est sorti aussi des vestiges, si c'est important, c'est parce qu'en fait, c'est pas d'arriver à se repérer sur quand on y va nous-mêmes, mais que tous les vestiges que l'on sort, on sache d'où ils proviennent pour arriver à reconstituer le site. D'accord, mais tiens, je voudrais raconter juste un truc quand même que j'ai observé, qui m'a un peu fasciné et enfin très impressionné quand on s'est rencontrés la première fois dans Minecraft. D'abord, on s'est un peu baladé pour que je montre un peu. On se disait tiens, on va faire une prospection ensemble, on va chercher. Et à un moment, je me suis retrouvé perdu. Et ton réflexe à l'intérieur du jeu, ça a été de te repérer avec les étoiles. Oui. Et j'ai trouvé que c'était quand même hyper poétique. Et en plus, il y avait quelque chose de très, de très poétique dans ce réflexe-là. Et en plus, ça avait l'air de marcher. Mais parce que justement, on parlait d'un point fixe. L'avantage des étoiles ou de la Lune, par exemple, quand elles montent, c'est qu'elles sont toujours au même endroit. Donc évidemment, notamment c'est valable quand on fait de la prospection archéologique, de chercher à laisser des points de référence. On est toujours la même chose. Ce que je trouve de beau dans la science, mais qui est aussi sa limite, et là je parle toute discipline confondue, c'est qu'il y a la notion de référentiel et de points stables. On ne peut pas travailler si on n'a pas un élément à partir sur lequel on peut revenir pour comparer, pour avancer en termes de représentation dans l'espace. Tous ces éléments-là reviennent toujours sur la notion de point stable. Alors, je dis c'est la limite parce qu'en revanche, ça veut dire qu'à la différence des philosophes, on ne peut pas partir comme ça en live en disant bon, ben tiens, on va prendre cette idée-là, c'est n'importe quoi, mais on va chercher à la battre en neige, si j'ose dire, du point de vue intellectuel. Ça, on ne peut pas faire ça en science. On peut certes partir en live, ça oui, mais on a toujours un élément, un référentiel quelque part. En expérimental, par exemple, on ne peut pas arriver à reproduire une arme celte si on n'a pas déjà une arme celte comme référentiel. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce réflexe avec les étoiles de suite quand on est parti dessus, parce que j'ai fait la transposition de ce que je fais si je fais de l'expérimentation ou si je fais de l'analyse de matériel, quoi. Alors, dans le village, tu m'avais montré que l'intérieur d'une maison, et ça, c'était intéressant justement pour présenter ce qu'on peut en déduire. Hop, bah voilà, alors, est-ce que celle-là Non, c'est pas celle-là. Pas. Alors, attends, je me souviens laquelle c'était. Je crois que c'était celle-ci. Bougez pas. Je vais vérifier ça en vitesse. C'était une qui était pointue, on est d'accord, hein? Oui, tout à fait. Ouais, c'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Ouais, tout à fait. Donc Gauthier, si tu veux bien venir et regarder le plafond. Donc qu'est-ce que vous observez sur le plafond, nos téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit, nos Twitchers Comment on dit? Viewers. Ouais, viewers, d'accord. Nos viewers. Mais du coup, c'est... On voit un trou. Ouais, c'est ça, un trou. Voilà, on voit un trou, effectivement. Et ça, c'est ce que j'avais trouvé très intéressant parce que ce trou, il a une conséquence. Ce trou, il n'est pas là par hasard. Et encore une fois, j'en viens à la notion de référentiel. Hein, c'est que moi, la première fois que j'ai vu ce trou, je ne savais pas quoi en faire. Puisque, on va dire, je n'ai pas travaillé dans Minecraft, donc je ne vois pas à quoi ça correspond. Et en discutant avec Thibaut m'a dit, bah ouais, en fait, ça si tu as un trou comme ça, c'est parce que quand on veut faire un toit pointu dans la maison, on est obligé de laisser un trou comme ça. Donc maintenant que je le sais, imaginons que je ne vois pas, hein, vous voulez jouer aux devinettes, vous allez faire des maisons où il n'y a rien sur le toit, mais vous voulez faire une prédiction de ce qu'il va y avoir sur le toit. Et ben, vous avez vu qu'on est allé dans 2 maisons, il n'y avait pas la même chose. Donc ça veut dire que la contrainte de construction, en fonction du toit que vous voulez avoir, si vous voulez un toit pointu ou un toit en pente ou un toit autrement, elle peut être déterminée par ce que vous voyez à l'intérieur. Et ça, c'était intéressant pour faire prendre conscience de ce qu'on appelle la prédiction également, qui est important pour n'importe quelle discipline. Hein. C'est j'ai tel matériau, je sais, parce que j'ai fait des expérimentations, parce que j'ai déjà fait des analyses et que j'ai fini par comprendre que c'était associé à telle époque ou tel type de fonction. Donc, j'ai tel élément,
je peux prédire que c'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est le travail qu'a fait Jean-Pierre Houdin sur la pyramide de Khéops, où lui, en tant qu'architecte qui a l'habitude de construire, il a fait la prédiction que la construction s'était faite par l'intérieur. Je dis une prédiction parce qu'il l'a fait à partir d'indices qui étaient fournis sur les endroits qu'on pouvait visiter dans la pyramide et par rapport à des données métriques, etc. Et cette prédiction s'est révélée juste, effectivement. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer, c'est-à-dire que émettre une hypothèse qu'on ne va pas pouvoir vérifier par la suite n'a aucun intérêt. Et là, quand je dis qu'il fait une prédiction, c'est-à-dire qu'il a fait une hypothèse, mais en indiquant si mon hypothèse est vraie, alors on va trouver ça. Et c'est ce qui s'est passé. Non seulement on a trouvé les galeries, mais on a trouvé d'autres éléments effectivement qui vont dans le même sens que le travail que l'hypothèse qu'il avait élaborée. Il y a Brusicor qui était là la semaine dernière qui dit on verra aussi les constructions en longueur paire ou impair. Quand je dis il était là la semaine dernière, c'est que c'était lui, c'était Rémi Franco qui s'occupait de nous présenter la Redstone. Voilà. On verra aussi les constructions en longueur paire ou impair. Alors, effectivement, après, en fait, c'est ça qui est intéressant. À partir du moment où vous êtes sur de la rétro-ingénierie, vous pouvez arriver à déterminer des constructions en fonction de ce que vous allez obtenir, ce que vous voulez obtenir. C'est-à-dire que même pour un artisan, par exemple, quand on me demande à quoi sert l'archéologie, là, je viens de produire du savoir. Mais un artisan, lui, comme la personne qui vient de faire la mention, il va se dire, donc autrement dit, si je veux une maison comme ça, il faut que je fasse ça, si je veux une maison comme ça, il faut que je fasse ça. Et là, on voit la relation qu'il peut y avoir entre la science et l'ingénierie, justement. C'est qu'en produisant de la science, en produisant du savoir, on peut donner des idées à des personnes qui vont s'en servir après pour faire des productions. Je vois qu'il y a aussi une question, est-ce qu'on peut deviner la forme du toit aussi en fonction du climat de l'époque ? Alors là, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir faire un toit en pierre si vous n'avez que des roseaux autour. Donc c'est plus en fonction des contraintes de matériaux qui sont présents autour. Par exemple, avant que le béton armé n'arrive, on avait des limites dans les constructions, pas seulement du toit, mais des espaces, des habitations à l'intérieur. Ce que vous dites, qui est très intéressant, là, cette personne qui a mentionné, est-ce qu'on peut deviner la forme du toit aussi en fonction du climat de l'époque, ça a été utilisé par Jean-Claude Margueron à Marie pour arriver à comprendre comment les espaces sur le site de Marie, qui donc, on va dire, entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ, c'est en Syrie, ces espaces, comment ils ont pu être obtenus, sachant qu'ils avaient un bois qui n'était pas de très bonne qualité et très court. Et donc, il a pu mettre en évidence le rapport avec les fondations, où si on fait effectivement une fondation, on va avoir 3 piliers, on va pouvoir utiliser des bois qui sont très courts pour arriver à avoir une salle qui va être, elle, très spacieuse. Ou au contraire, faire des toits en crénelage pour arriver à rattraper l'ensemble de l'espace qui est présenté, tout en ayant une toiture qui se tienne. Est-ce que vous voulez voir quelque chose de spécial ici ? Est-ce que vous voulez par exemple il y a une espèce d'église ? C'est pas une église, mais Manon pourra peut-être nous expliquer la raison de... C'est dommage, t'es allé trop vite, Thibaut. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait ? Pardon, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, j'ai dit t'es allé trop vite, c'est pas grave. J'aurais préféré poser la question, tu vois. Excuse-moi. Mais... Là, je vais pas pouvoir vous aider beaucoup sur ce qu'il y a. C'était une sorte d'église, qu'on avait. Ouais, c'est ça. Parce que là, ce qui aurait été intéressant, ça aurait été que justement Gauthier fasse un peu le tour et qu'à partir de tout ce qu'on a dit, on fasse que les viewers jouent aux archéologues et déterminent la fonction du lieu, par exemple. C'est pour ça, c'est dommage. Non, mais j'ai pas été fin là, Mais rien ne dit que c'est une vraie église, on ne sait pas. En l'occurrence, on ne sait pas. Oui. Alors, tu as tout à fait raison. Ça, c'est une des difficultés qu'on va avoir. Donc là, pour l'instant, on ne fait qu'une hypothèse. Et alors, à la rigueur, ce qu'on peut demander,
aux internautes, aux viewers, ce qu'on peut leur demander, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait l'hypothèse qu'il s'agissait d'une église. Donc, si Thibaut, tu veux bien faire le tour du bâtiment et l'intérieur, Gauthier, pardon. Gauthier le fait parfaitement. Pendant que Gauthier fait le tour et que les internautes, que les viewers répondent, j'en profite pour répondre à une des questions qui a été posée par Twitter, qui était celle de savoir est-ce que Minecraft permettrait de pouvoir mettre en scène une fouille archéologique. C'est compliqué. Pour en avoir parlé avec Thibaut, c'est ce qu'on avait envisagé au départ. C'est très compliqué au sein de Minecraft parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Donc c'est possible, mais c'est dans le cadre du live, en plus, après, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que on creuse pas n'importe comment, donc on n'aurait pas pu vraiment vous rendre compte de ce à quoi ça représente, parce que une fouille, c'est pas un bac à sable. Je dis ça parce que quand on fait de la médiation avec les jeunes, puisque c'est une des activités aussi d'Archéotopia, on a monté notamment celle qui est faite par Paris Science, où il y a un bac à sable. Mais le bac à sable, déjà, on ne remplit pas de différentes couches parce que ça serait beaucoup trop long. Donc, on est obligé de mettre une seule couche de sédiments, pour reprendre l'expression qui a été employée. Et après, on mettait des objets à l'intérieur. Et la seule chose qu'on leur demandait, c'était de prendre le bon geste de l'archéologue, qui est évidemment pour des enfants qui ont entre 5 et 10 ans, c'est et vas-y que je te prends la truelle et que je t'enlève le sable, voilà, comme le ferait un pilleur. Alors que non, c'est le bon geste de l'archéologue. Déjà, on ramène la terre vers soi, ou le sable vers soi, là, en l'occurrence, pour que si jamais on entend ting ou quelque chose, pof, on lève la truelle et on regarde et on va utiliser le pinceau après. Et donc toute cette patience-là, c'est, encore une fois, on est dans la documentation. Ne pas prendre l'objet aussi directement. Une fois qu'on a dégagé l'objet, on va prendre la photo, faire le dessin, prendre les mesures. Donc voilà, c'était un peu trop difficile pour Minecraft par rapport aux objets qui étaient nécessaires pour travailler et à la mise en place même de la fouille. Alors, plein de réponses dans le chat. Plein de réponses. Les bancs, les trucs chelous. Il y a l'emplacement dans le village, l'emplacement central. Seul le seul qui bénéficie d'un éclairage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les fenêtres hautes aussi, qui inspirent, qui pourrait ressembler à il y a quelque chose qui pourrait ressembler à un hôtel au fond, nous dit Waya. Bah voilà. Sinon l'église. Sinon oui, la taille aussi. Excuse-moi, oui, vas-y. On disait la taille. On dit que c'est le bâtiment. On demande si c'est le bâtiment le plus grand. Ah, mais alors voilà. Alors là, c'est très bien. Vous êtes de parfaits archéologues. Sauf, j'enlève juste la personne qui a dit il y a un truc chelou, parce que là, on est dans du critère subjectif, et non pas objectif. Donc, on ne sait pas ce que c'est le truc chelou, donc résultat, ça aide pas. Mais en revanche, effectivement, les dimensions vont être objectives. Je crois que ça a un peu coupé. Moi, ça a coupé là, j'ai plus personne. Oui, moi aussi. J'ai surtout plus. Ouais. On a perdu Jean-Olivier. On a perdu notre archéologue. De retour. Si, c'est bon. C'est bon, on t'entend. Je t'entendais, moi. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ce que je mentionnais. Alors, je le redis, c'est à part le truc chelou qui, lui, est complètement subjectif, tout le reste sont des critères objectifs tout à fait intéressants. Les dimensions, la place par rapport au sein du village, l'ornementation également, à savoir donc effectivement les torches, l'élément qui est à la fin, la hauteur des fenêtres, les bancs effectivement tels qu'ils sont disposés. Donc tout ça sont des critères qui vont être utilisés pour émettre une hypothèse. Après, en revanche, et c'est là la difficulté, c'est qu'on peut être tout à fait confronté au fait qu'on va émettre cette hypothèse. Et alors ça, c'est un des soucis, et c'est ça qui fait souvent associer l'archéologie à de la littérature, je veux dire par là du roman, c'est que pendant longtemps, voilà, à partir du moment où on avait utilisé tous ces critères-là, pof, ça y est, c'était une église. Or, vous avez tout à fait raison de dire, ce n'est pas suffisant.
et c'est tout à fait vrai. Ce n'est pas suffisant. C'est une hypothèse. Donc aujourd'hui, on a réussi à prendre plus de distance avec cette approche parce que il resterait encore d'autres éléments. Ça peut très bien être, après tout, c'est pas forcément une église. Qu'est-ce qui nous empêche de dire que c'est la maison commune, en fait. Donc on n'est plus sur un lieu qui est lié à une religion en termes de fonction, mais à un aspect communautaire, spirituel ou non spirituel. Il n'y a pas d'obligation. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on avait trouvé ça très intéressant avec Thibaut, c'est qu'elle permettait d'évoquer cette notion de fonction et cette difficulté qu'il y a d'arriver vraiment à comprendre. Si on a pu aller d'ailleurs sur les maisons communautaires, c'est parce qu'on a fait ce qu'on appelle de l'ethno-archéologie. C'est-à-dire que quand vous faites de l'archéo, vous êtes souvent avec votre propre vécu en tant qu'individu né dans un pays donné, avec une culture donnée. Or, grâce à l'ethno, on a pu se rendre compte qu'il y avait des espaces qui n'étaient pas spirituels, mais qui étaient au milieu, qui étaient au centre de la vie, et qui étaient des maisons communes, par exemple. Est-ce que le forum dans les villes romaines, ça peut les forums ou les thermes aussi, tout à fait, c'est le même principe à la rigueur. Qu'est-ce qui nous empêche de dire que, sachant que là on est dans un espace clos, hein, le forum était un espace ouvert, mais effectivement, qu'est-ce qui nous empêche de mentionner qu'on n'est pas dans un espace public qui a une vocation publique? Et au fond de cette église, il y a, attendez, excusez-moi, au fond de ce... Thibaut, c'est exactement ça, c'est exactement le souci qu'on a eu pendant des dizaines d'années et qu'on a encore aussi parfois aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai eu le cas sur les animaux où, quand j'ai demandé, mais comment vous savez que vous avez du bœuf là où vous travaillez? Ah, ben parce que tel archéologue l'a dit. J'ai dit, mais l'archéologue en question, d'abord, c'est pas un archéologue, c'est un épigraphiste. Ensuite, il y connaît rien aux animaux, donc comment vous le savez? Ah bah c'est parce qu'il l'a écrit, parce que tout ça c'était quelqu'un qui est un ponte de la recherche égyptologique, et donc ce qu'il avait écrit avait valeur d'évangile. Parce qu'on est dans la science, et pas en religion. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc au fond de ce lieu, il y a un alambic. Et l'alambic, alors sûrement que Brusicor qui est dans le chat pourrait nous informer dessus, mais cet alambic-là, pour le faire fonctionner, il faut récupérer des éléments qui viennent du Nether, dont Manon parlait tout à l'heure. Ce Nether qui est donc, on va dire, le purgatoire ou un enfer, un monde parallèle qui serait l'enfer, dans lequel on peut récupérer des choses, des sangsues en l'occurrence, si mon souvenir est bon. Et c'est ça qui permet de faire fonctionner l'alambic. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu ésotérique dedans, non? Ou Alors, si on parle d'alchimie, parce que c'est le cas quand on va... je ne sais pas si Gauthier, tu es allé présenter l'utilisation, ou c'est mentionné alchimie, alors, en l'occurrence. Cet alambic, il peut très bien être utilisé à des fins publiques, encore une fois. Hein, je ne sais pas, on va chercher à y transformer des boissons pour arriver à les partager tous ensemble, comme ça se fait dans les familles, dans certaines familles en Asie, où c'est un aspect de convivialité et de respect de chacune des personnes. Donc, c'est pas encore un critère suffisant. C'est là où, même si je suis archéologue, hein, donc je préfère effectivement l'étude des objets, mais je reconnais que c'est là où les textes ont un avantage, donc le travail des historiens, parce qu'il y aurait marqué église au-dessus, ça serait vachement plus facile. Après, il y a des éléments qui permettraient de pouvoir déterminer. Tu parles de l'alambic, tu fais en fait appel à la notion de liturgie. S'il y avait différents objets liturgiques ou qu'on pourrait associer comme tels parce qu'on a un référentiel par ailleurs, encore une fois, on revient toujours à ce souci-là, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que arriver à comprendre des populations qui parfois ont complètement disparu, c'est vraiment pas simple, étant donné qu'on n'a pas forcément le référentiel qui va avec. L'avantage qu'il y a sur les périodes dites historiques, donc à partir de l'Antiquité, c'est que souvent on a des textes donc le texte associé au document archéologique, et je dis bien associé, permet d'arriver à comprendre. Donc, quand on dit associé, c'est aussi associé à ce que nous ont dit les chimistes, à ce que nous ont dit les géologues, permet d'arriver à retrouver un pourcentage du réel. Si je précise ça, c'est parce que c'est pas marqué, c'est pas parce que c'est comme vu à la télé, hein, souvent marqué quand on a des textes. Or, c'est pas du tout le cas. Il y a Philippe Durand, qui est un castellologue, il travaille sur les châteaux, qui a tout à fait pu démontrer que là où les textes disaient que les châteaux avaient été détruits,
delenda, le terme latin pour destruction physique. En fait, à l'époque où il a travaillé, alors je ne sais plus si c'est sur le 18e, 17e siècle ou antérieur, la destruction était en réalité, on utilisait delenda, donc le terme destruction physique en latin à l'origine, mais pour en fait une destruction symbolique. Simplement, on voulait marquer dans le texte une destruction physique par le fait qu'en fait, il n'y avait eu que les armoiries qui avaient été détruites et pas le lieu. Donc l'archéologie permettait de montrer que le texte, il fallait le comprendre autrement. Donc c'est pour ça que je dis vraiment l'assemblage. C'est le fait que l'ensemble des disciplines vont dans le même sens qui permet d'avoir un pourcentage important de reconstruction du réel. Je ne vois pas comment on peut être à 100%, il y a toujours une marge d'erreur. Mais plus on a d'éléments qui vont dans le même sens, plus on sait que c'est ce qui s'est passé. Okay. Il y a Miushu77 qui demande est-ce que parfois vous trouvez des objets qui peuvent prouver la fonction du bâtiment et est-ce que vous pouvez être sûr que l'objet ne vient pas d'un autre site? Alors déjà, je veux dire qu'on ne peut jamais être sûr de rien, dans aucune discipline, hein. Je veux dire que ce soit en chimie, en mathématiques ou quoi que ce soit. il y aura toujours, si je dois prendre un cas en physique, si je parle d'Einstein, qui est un élément qui revient assez fréquemment, c'est parce que justement, il a considéré qu'il ne fallait pas croire ce qu'il pensait croire, qu'il a réussi à trouver sa théorie de la relativité. S'il était resté avec les conceptions qu'il avait de l'époque, il ne l'aurait jamais trouvé. Donc, on ne peut jamais être sûr de rien. Il faut dépasser souvent ces difficultés pour arriver à obtenir des résultats qui soient, on va dire, intéressants. Après, oui, tout à fait, on peut trouver des objets, on peut trouver des vestiges, pas forcément d'ailleurs que des objets, ça peut être aussi des structures. Par exemple, pour un atelier de teinturier, les éléments qui vont aider, ça va être les espaces qui sont laissés dans l'espace lui-même du bâtiment, qui, quand ils sont associés, vous avez un petit rectangle associé à un rectangle plus grand avec des restes de végétaux dans un récipient, avec des restes de tissus qui ne sont pas liés à des vêtements, avec tout un ensemble d'éléments qui vont justement dans ce sens de teinturier. Alors c'est là où, si vous n'avez pas de texte, les éléments, les données archéologiques vont vous aider à comprendre. Si ça m'est venu à l'idée, c'est parce que je pense, moi, pour le cochon, alors là, ce n'est pas du point de vue archéologique, mais c'est du point de vue iconologique, du point de vue de l'image. J'ai pu démontrer qu'au Proche-Orient, il y a de fortes chances qu'on ait eu pour l'Antiquité des élevages industriels de cochons, parce que, je dis de fortes chances, donc ça reste une hypothèse pour l'instant, il faudrait arriver à trouver les espaces associés. Donc là, une étude va permettre de pouvoir aider des archéologues à regarder le terrain autrement. Pourquoi ? Parce qu'en échangeant avec des vétérinaires, j'ai appris que quand on coupait la queue des cochons, décidément maltraitance animale, on en parlait tout à l'heure, on coupait la queue des cochons pour éviter en fait que quand ils sont en industrie, ils ne se mangent entre eux, puisque dès qu'il y a du sang, les cochons vont avoir tendance à se bouffer entre eux. Et donc pour éviter ça, on leur coupe la queue, puisque c'est un élément qui dépasse, et quand ils sont pressés les uns contre les autres, ils peuvent très bien malencontreusement bouffer la queue. Et donc, moi, il se trouve que dans les représentations que j'ai de suidés de façon générale sur des bâtiments du premier millénaire avant Jésus-Christ en Syrie et sur le Proche-Orient en général, j'ai des suidés avec la queue coupée. Donc, il y a de fortes chances que là, j'ai un indice qui disent qu'on peut avoir de l'élevage industriel. Alors maintenant, il faudrait aller faire de la prospection pour essayer de trouver ce que l'on a aujourd'hui, à savoir le principe qu'on a un grand espace rectangulaire d'un côté avec une canalisation et un espace plus petit pour recueillir en fait tout ce qui est, j'ai plus le nom, les déjections, enfin l'ensemble. Et parce que pour l'instant, on n'a jamais trouvé en fait ce genre de choses, mais on les a jamais cherchées aussi, parce que c'est de la terre. Donc, il faut arriver à retrouver en fait de la terre qui laisse ces espaces-là. Mais jamais, dis donc, le collectif conscient, c'est quoi le chemin à partir du moment où tu fais cette hypothèse et comment tu vas essayer de la confirmer? Comment tu vas, quel va être, à partir de ton hypothèse, quel va être le chemin là maintenant? Ça, alors là, c'est laissé aux archéologues qui travaillent. Alors évidemment, avec ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient, on pourra pas aller vérifier. Mais
c'est donné à ceux qui font une prospection systématique, c'est-à-dire qu'il s'agirait il y en a un que ça intéresse avec d'autres choses, hein, parce qu'il ne peut pas se reposer que là-dessus, évidemment. Je veux dire par là, d'autres éléments qui l'amèneraient à faire une prospection pour trouver des occupations humaines, mais il serait averti. C'est-à-dire qu'un des éléments qui revient assez fréquemment, hein, même en biologie, hein, j'ai des amis qui me l'ont déjà dit, on ne trouve que ce qu'on cherche. C'est-à-dire si tu ne sais pas ce que tu dois trouver, tu as beaucoup de mal à le trouver. C'est pas impossible. Bon, d'une part, il y a la sérendipité qui permet qu'on puisse trouver quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Il y a également, on l'a fait quand on est parti faire une prospection en Nouvelle-Calédonie, il y a le fait de se dire, on reste ouvert et toute anomalie, on la documente, même si il se trouve qu'on a documenté des éléments qui dataient des années 60, 1960. Donc rien à voir avec ce qu'on cherchait, mais c'est pas grave. Comme on ne savait pas ce qu'il fallait qu'on trouve, on a tout documenté dès qu'il y avait une anomalie liée potentiellement justement à la présence humaine. Donc il y a ces deux possibilités-là. Mais la troisième, c'est évidemment le fait que tu saches déjà ce que c'est. J'ai encore un cas sur le site de Marie, qui est un site que j'aime beaucoup, mais qui est très impressionnant, je dois avouer, où on a trouvé des chaussées absorbantes. Les chaussées absorbantes, c'est quoi ? C'est, si on prend la maison qui est derrière toi, Thibaut, ou derrière toi, Gauthier, on a de la pierre, du bois, on pourrait rajouter d'autres couches. En fait, on a différentes couches. Les archéologues, quand ils sont tombés là-dessus, ils se sont dit, eux, ils avaient des tessons de céramique, de la cendre, de la terre, des tessons de céramique, de la cendre, de la terre. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire là ? Aucune idée. En revanche, il y a un ingénieur qui est passé et qui a dit, mais ça, je connais ça, c'est quand on veut évacuer l'eau sur les autoroutes. On fait en fait différents éléments pour pouvoir absorber l'eau d'un coup et permettre qu'il y ait l'évacuation. Et donc on s'est rendu compte, et ça on ne pouvait pas le savoir puisque c'est pas notre travail, enfin c'est pas notre métier de construire des chaussées absorbantes, que en fait déjà au 3e millénaire avant Jésus-Christ, on connaissait les chaussées absorbantes qui ont disparu, je précise pourquoi je mentionne cet exemple-là, qui ont disparu au 5e siècle et qu'on a réinventé. Donc, tu vois, c'était une très bonne idée de poser la question. Petit problème technique. Oui, ils m'ont dit qu'ils avaient des problèmes techniques. Petit problème technique. Désolé, mon PC en a marre. Et ne vous inquiétez pas, on va tenir. Ouais, désolé. Non, c'est moi. De quoi on parlait du coup au moment où ça a coupé ? Tu me demandais de savoir comment on pouvait venir en fait à cette hypothèse. Qu'est-ce que ça, ce que j'avais trouvé sur les cochons, qu'est-ce que ça allait permettre d'apporter par la suite ? Et je te répondais que la difficulté, c'est que moi, je pourrais pas le vérifier. Et c'est là aussi où je voulais en venir à un moment donné, c'était que je pourrais pas le vérifier. Donc ça veut dire aussi qu'un scientifique, il travaille pas pour lui. Il travaille pour les autres et avec les autres. Même s'il y a évidemment, on travaille aussi pour soi, mais ce que j'ai produit là, moi, je ne pourrais jamais le vérifier ni l'utiliser. Ça, c'est certain. Enfin, des gens qui se dirigent vers la recherche scientifique, il faut bien qu'ils comprennent que des questions qui se posent, peut-être qu'ils n'auront jamais la réponse. Mais en revanche, ils auront fourni ce qui permettra à d'autres de trouver la réponse. Et qu'est-ce qui t'a amené à parler avec un vétérinaire à propos des queues des cochons ? Est-ce que c'est le hasard qui t'amène là-dessus ou est-ce que tu savais ce que tu justement c'était Non, c'est pas du tout le hasard. Hein. On est en ligne à nouveau là ? Oui, tout à fait. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est parce que tu nous dis sur les dessins, il n'y a pas de queue de cochon.
Et du coup, tu t'interroges à partir de là, c'est-à-dire c'est quelque chose qui t'interpelle. Non, je ne me suis pas interrogé à partir de là, en fait. C'est c'est pour ça que je dis on ne cherche que ce qu'on se trouve, ou plutôt on ne trouve que ce qu'on cherche, et inversement. C'est parce que ne connaissant pas le cochon, moi, ma spécialité, c'est la relation entre l'homme et l'animal, autant en archéologie qu'en iconologie. Et donc, je vais aller voir les personnes qui connaissent, c'est-à-dire que ne serait-ce que comment on arrive à identifier un cochon. Le premier travail en iconologie, dans les images, c'est comment on fait pour arriver à savoir qu'il s'agit bien d'un cochon, comme on a fait pour l'église tout à l'heure en archéologie. Donc pour ça, moi je ne suis pas un zoologue, je ne suis pas non plus un zootechnicien. Donc je vais aller voir les zoologues, les zootechniciens, pour leur demander, savoir si eux ont des critères ou indiquer, moi, les critères que j'ai pu repérer, s'ils leur semblent pertinents. Et pourquoi je vais voir un vétérinaire ou aussi un éleveur? En fait, j'ai dit un vétérinaire, mais ce n'est pas le vétérinaire, c'est l'éleveur qui m'a dit qu'il coupait la queue des cochons. C'est vrai que quand il m'a vu arriver, il s'est dit, mais vous êtes archéologue, mais pourquoi vous venez me voir, quoi? J'ai dit, moi, je ne suis pas éleveur. Vous savez comment on élève des cochons. Donc moi, ce qui m'intéresse, comme je dois travailler sur les cochons, parce qu'on m'avait demandé en fait de faire un travail sur les cochons au premier millénaire, comment ça s'élève? Quelles sont les contraintes de matériel que vous avez? Votre animal, est-ce que vous le connaissez? Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Quel est son comportement? Je vais poser tout, en fait, comme un entretien, je vais poser tout un ensemble de questions. Et c'est lui qui m'a dit, quand on est à la différence entre des élevages qui sont en extérieur et des élevages qui sont industriels, c'est notamment que le cochon, il va être tout rose, alors qu'il n'est pas censé être tout rose, hein, déjà. Dès qu'il est en extérieur, ça va être un peu comme les cochons que l'on a en Corse. Ils vont avoir beaucoup plus de... Alors, j'ai plus les termes techniques, hein, mais de poils, de couleurs sur la peau, mais aussi ils auront une queue, alors que les autres, ils n'auront pas de queue. Enfin voilà, il y a tout un ensemble d'éléments. Parce que comment je peux aller savoir ce que je dois regarder si en fait, je n'ai pas fait appel aux gens qui étaient compétents déjà pour m'indiquer ce qu'il en était aujourd'hui? On en revient au référentiel. J'ai besoin d'un référentiel. On va voir le Nether parce que c'était l'occasion de parler de la chaîne opératoire. Allons voir le Nether. Et là, je fais comme si je savais dans quel sens il fallait aller, alors que je ne sais pas du tout. Gauthier, est-ce que tu sais où aller? Ouais. Gauthier, c'est le grand guide, en fait. Tiens, d'ailleurs, c'est un cochon, ça, non? Oui. Et il n'a pas de queue. Si, il a sa queue. Une petite queue dessinée derrière. Et pour information, puisqu'on parlait des animaux avec les poulets au départ, il faut savoir que l'animal sauvage qui a donné le cochon n'a pas de queue en tire-bouchon. C'est parce qu'il est domestiqué qu'il en a une. Donc là, quand on a des cochons, on a des artefacts. Ah, je pensais que ça avait toujours été un tire-bouchon. Enfin, c'est bizarre du coup que ce soit adapté pour devenir un tire-bouchon comme ça. En fait, il y a différentes raisons. Alors, je ne sais pas pour le cochon, mais par exemple, dans le cas du chien, si le loup n'a pas les oreilles, aucun loup n'a les oreilles qui pendent. Le bulldog ou d'autres chiens, s'ils ont les oreilles qui pendent, c'est parce qu'ils ont des surplus de graisse qui n'existent pas pour l'animal sauvage. D'accord. Donc, résultat, voilà, ça modifie. Il faut savoir qu'il y a eu une étude qui avait été faite par Brewer sur la réduction du crâne entre un loup et un chien. C'est impressionnant. Et ça prend à peine quelques générations. Vous apprivoisez un chien, déjà, la génération qui suit va avoir un crâne qui va déjà se réduire. Et plus il va être domestique, plus le crâne va se réduire, en termes de longueur. C'est impressionnant. Gauthier, c'était pas juste sur ta droite, là? Non. Si. C'est par là. Non, là, on parle de pas la porte du Nether. Non, reviens, Gauthier. Pas la porte du Nether qui marche, la porte du Nether qui était... Autant pour moi, pardon. Alors, sache que la dernière fois, il y avait un gardien, donc on compte sur toi pour t'en charger. Voilà. Nous y sommes. Voilà. Alors,
Thibaut, on va voir si tu as retenu ta leçon. Aïe, 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 aïe. Je suis sûr que non. Pourquoi est-ce que ça nous intéressait cet endroit-là la dernière fois, tu t'en rappelles? J'ai déjà oublié. Alors non, parce qu'il y a un coffre. Alors, il y a un coffre. Alors, on va faire appel aux viewers dans ces conditions. Qu'est-ce qui peut bien nous intéresser à cet endroit-là en tant qu'archéologue? La pierre. Alors oui, mais on était dans la grotte aussi. Qu'est-ce qu'elle a la pierre ici? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la pierre ici? C'est bien de le mentionner, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a été taillée. Exactement. Elle a été taillée, tout à fait. Donc, parce qu'on aurait de la pierre sous forme de rocher. Déjà, effectivement, là, on a une pierre taillée. Donc, ce n'est plus un rocher. Donc, on a un signe que c'est pas seulement le coffre qui trahit la présence humaine, c'est également la pierre. Qu'est-ce qui trahit encore la présence humaine? Les matériaux différents. C'est ça. L'hétérogénéité des matériaux, effectivement, d'autant que a priori, on a un cube de terre qui a été placé avec les torches aussi. Oui, Cette matière étrange qui ressemble à la porte des étoiles. le coffre aussi. Alors le coffre, effectivement, mais là c'est vrai que c'est ce qui se voit le plus directement. C'est pour ça que je... Donc tout ça nous intéresse pas. Quand on regarde autour de soi, on voit des arbres, on est au milieu de nulle part. Et puis quand on avait fait l'exploration avec Thibaut, j'ai dit tiens, ça c'est intéressant parce que voilà, quand on fait une prospection archéologique, et ben typiquement on va s'arrêter. Alors là évidemment c'est gros, hein, mais typiquement on va s'arrêter dans des espaces comme ça qui sont pas forcément identifiés et pour lequel on va prendre les coordonnées GPS. On va prendre les dimensions et on va les mentionner auprès de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, pour qu'ils transfèrent le dossier auprès du service régional de l'archéologie, le SRA, afin que la carte archéologique soit alimentée et qu'on puisse indiquer cet endroit-là, parce que potentiellement, si ici il y a un endroit qui est au milieu de nulle part, qui a été fait par l'être humain, il y a peut-être d'autres choses à proximité. Voilà, bon, après on est dans Minecraft, on est dans un jeu, mais dans la réalité, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose, ou alors qu'il y ait quelque chose de suffisamment intéressant, et c'est là qui était pour faire venir des gens de loin. Et donc si j'ai bien compris, c'était un Nexus, Manon. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est le portail du Nether, du coup, si je peux l'allumer, hop, il suffit juste d'un briquet normalement. Alors non, du coup... Non, mais parce que, en gros, pour expliquer, normalement, les portails du Nether, on les fabrique. Il faut du coup qu'on récupère de l'obsidienne. Et il y a un certain ordre à suivre. Donc, je ne sais plus si c'est 4 par 4 ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment le côté rituel, quoi. Il n'y a pas un bloc en trop intéressante en très peu de temps, là. Je sais pas. Je pense qu'en fait, c'est ce bloc-là qui est pas bon. Mais il faudrait changer par un vrai bloc d'obsidienne, je pense. Attends, je crois qu'il y a que une pioche. C'est les pioches en diamant, par contre. Ouais. Ah, j'ai pas. Alors, j'ai une pioche enchantée, ça va marcher ou pas? Ah, t'en as une, toi? Vas-y. Normalement, en fait, le portail, comme ça, on les fabrique quand on a récupéré de l'obsidienne. Donc, en gros, il faut mélanger de la lave et de l'eau. Il faut mettre de l'eau sur la lave, pardon. Oui, parce que dans l'autre sens, ça fait de la cobblestone. Ça fait de la cobble. Et du coup, on allume le portail et on se retrouve en enfer. Limite, non, mais par curiosité, on peut aller voir. Moi, ce qui est très intéressant que tu as mentionné, c'est ce qu'on avait évoqué la dernière fois, c'est tu as mentionné la notion d'étape. Tu as mentionné la matière première. Donc étape, donc ordre. Ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne opératoire, et c'est là où le terme de rétro-ingénierie a tout son sens. C'est-à-dire que l'archéologue, quand il est confronté à ça, il faut qu'à partir de l'existant, il arrive à rebrousser les étapes dans le sens inverse, donc de ce qui a été produit
vers la matière première pour comprendre effectivement comment ça a été, à quoi ça sert, comment ça a été fabriqué, etc. Et pour arriver à remonter ces différentes étapes, donc à réaliser sa chaîne opératoire, puisqu'on part toujours du produit qui a été terminé. On n'a jamais le produit, on n'a pas un manuel qui indique, voilà, ça a été fait comme ça. Je pense par exemple aux outils en silex, et c'est ça qui nous avait intéressé, Thibaut, la dernière fois qu'on était venu ici. C'était qu'il nous permettait aussi de pouvoir parler de cette question avec les outils en silex de chaîne opératoire, puisqu'on a trouvé, on va prendre un biface. Ah, il est beau, ouais. Ouais, c'est beau. Beau à voir. Avec les petites paillettes et tout. Donc on peut aller voir après. Ce sera une fin mémorable. Allons-y alors. Allons-y. Non, mais finis quand même ce que tu disais à propos du briquet. D'accord. Donc, pour les outils en silex, dont on parle souvent dès qu'il s'agit d'archéologie et de préhistoire, je prends le biface, mais à la rigueur, je vais prendre plutôt la lame. Je vais plutôt prendre la lame en silex. Quand on trouve une lame en silex, on trouve l'outil qui a été fabriqué. Il a fallu arriver à comprendre comment il était fabriqué. Pourquoi on a cherché à comprendre comment il était fabriqué ? Tout simplement pour savoir d'où venaient aussi les matériaux, comment il est transporté, combien il pouvait être, etc., etc. Et pour arriver à trouver ça, on n'avait pas de manuel, puisque là, on est sur des périodes où il n'y a pas de texte. Donc, ils ont utilisé le manuel de la matière. Je veux dire par là que quand vous avez un bloc de silex et que vous tapez dessus, si vous tapez dessus n'importe comment, déjà, vous allez obtenir rien du tout. Si vous tapez dessus au niveau des arêtes, comme quand vous tapez, vous provoquez une onde, vous allez avoir un éclat qui va en sortir si vous êtes sur une arête qui est correctement faite. Et c'est ça qu'ont fait les archéologues. Ils ont cherché à comprendre la façon dont l'être préhistorique a utilisé les contraintes de la matière. Ça c'est passionnant de ce côté-ci. Et en arrivant à comprendre ces contraintes-là, donc souvent par de l'essai-erreur, la question que tu posais tout à l'heure, Thibaut, un peu, qui était comment on fait pour arriver à ces hypothèses, là, par exemple, on a un exemple qui est vraiment de l'essai-erreur au départ. On sait qu'ils ont utilisé du silex, on ne sait pas comment, on a tapé en essayant, on a émis des différentes hypothèses, et c'est là aussi où il y a l'intérêt avec le référentiel, c'est que quand on a pu obtenir le même type de lame que ce que l'on avait à partir des différents essais qui ont été réalisés, on s'est dit, ça y est, on a compris, ils utilisent un percuteur dur, puis tendre, une peau de chamois, ou par rapport aux animaux qu'il y avait à ce moment-là et aux peaux qui ont pu être retrouvées. On a pu commencer à reconstituer la chaîne opératoire en étant parti de l'élément terminal, mais en récupérant la matière première. C'est-à-dire que c'est le vestige terminal qui nous a amené à savoir que c'était la matière silex. On a pris la matière silex, on l'a soumise à différentes contraintes pour arriver à récupérer les différentes étapes de fabrication. Donc ça, c'est une des façons. Après, il y a d'autres façons qui sont, c'est là où on va travailler avec les chimistes ou avec les physiciens ou avec des géologues qui vont être, par exemple, là sur le Nexus, c'est ce que nous disait tout à l'heure Manon, déterminer la matière du Nexus. Elle réagit à quoi ? Pour savoir quels sont ses composants, parce qu'en sachant quels sont ses composants, on va pouvoir aller chercher les composants, de l'eau, du fer ou d'autres éléments, et voir comment les assembler pour obtenir le même résultat. Trop bien. Est-ce que en fait, je comprends pas le mot. Est-ce que tu peux me définir le mot Nexus excuse-moi, je reviens toujours. Non, c'est pas un terme scientifique. Désolé, c'est parce que en science-fiction, on parle souvent de Nexus quand tu as un portail. Donc c'est pour d'accord, ça. D'accord, ok, très bien. Peut-être qu'il y a un sens au niveau physique, mais je le connais pas n'étant pas physicien. Donc, pour traverser, pour aller dans le Nether, faut se mettre dedans. Faut pas traverser, faut rester dedans. Faut rester dans le violet. Ouais. Et alors surtout, si vous voyez... Alors, est-ce qu'on va en voir ? Non, il y aura pas de méchants. Ah oui, c'est vrai. Et après, on fait quoi ? C'est dommage. Vous serez pas attaqué par des boules de feu, c'est triste. Non, on va pas être attaqué. Désolé, je sens que je vous déçois, mais j'ai préféré jouer et faire un monde très vanille pour qu'il n'y ait pas de... Ah, mais c'est vrai que tu peux te faire one-shot rapidement. C'est ça. En gros, pour expliquer, quand on débarque dans le Nether, déjà, on voit des cochons zombies. Ces cochons zombies, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je joue. En frapper un, il y a toute la horde qui vous arrive dessus.
Et ils vous suivent jusqu'à votre mort. Il n'y a pas d'échappatoire. Et alors, il y a aussi... Qu'est-ce qu'il y a comme mob style? Il y a des squelettes noirs. T'as les J'ai Blaze oublié le nom. aussi. Les Blaze. Donc, c'est des gros trucs en or qui vous tirent des boules de feu dessus. Et les Ghast, où là, c'est un gros fantôme qui fait un cri de bébé et qui balance des boules de feu. D'accord, bon, on ne C'est un croisera. programme. Voilà, mais Et c'est pour ça que c'est l'enfer. Hein. Il y a de la lave partout, c'est rouge. Enfin... Mais alors, tant qu'on y est, ça sert à quoi d'y aller en enfer? Alors, il y a les matériaux pour faire les potions. On récupère du quartz et du bâton de blaze. Alors, je sais plus à quoi ça sert. Parce qu'en général, tout ce qui était hostile, moi, je m'en chargeais pas. C'était mes amis qui y allaient parce que c'était trop dangereux. Ah, tiens, non mais tiens, tu viens de parler de quelque chose d'intéressant également pour les archéologues. La notion de coopération. Ce n'est pas moi qui m'en chargeais, c'est mes amis parce que c'était trop dangereux. Hein, ça, c'est un élément aussi très important et qui est très difficile à arriver à mettre en évidence en archéologie. Et il y a un archéologue amateur qui a fait ce travail-là avec la fabrication de la corde. Il a réussi à démontrer au Paléolithique à quoi servaient les bâtons percés dont on ne savait pas à quoi ils servaient. Et grâce au travail avec un cow-boy américain, on peut savoir aujourd'hui que ces bâtons ont servi à fabriquer de la corde et en coopération. Donc ça vient également aider pour la notion de langage, parce que pour utiliser ces outils, il faut être deux. Donc vous voyez, c'est vraiment la notion de co-construction hein, en science, hein, de ce côté-là. il y a, Margot. il y a- Bah, il y a- t'allais ouais. dire. Pardon, je t'écoute Théo, vas-y. Non, il y a Margot qui demande si les dangers, quels sont les dangers réels de l'archéologie. Une anecdote palpitante. Une anecdote palpitante est réclamée. Il y en a parce que mine de rien, le principe d'Indiana Jones n'est pas si faux que ça. Alors moi, je l'ai jamais vécu hein, personnellement. C'est le danger principal que vous avez en France, c'est de ne pas avoir fait votre piqûre anti-tétanos et donc voilà. Mais sinon, il y a deux dangers qui sont les conflits armés. C'est par exemple en Syrie, ils l'ont vécu à Mari. Moi, j'étais pas sur à cette époque-là où ils avaient des missiles qui passaient au-dessus du site. Donc ça, c'est une des réalités. L'autre réalité également, c'est que quand vous faites des fouilles dans des endroits comme l'Amérique latine, où vous avez des gangs, des cartels, etc., bon, bah, il n'est pas rare que vous soyez armé. Voilà. Moi, je l'ai jamais vécu, hein, donc. Mais là, je pense que là, on a parfois affaire un peu à des Indiana Jones, justement, si ce n'est qu'ils ne sont pas là pour détruire le patrimoine, pour ceux qui interviennent, j'entends. D'accord. Et du coup, c'est une petite parenthèse, mais là, il y a une nouvelle porte, donc on a fait tout un tour et on croise une nouvelle porte du Nether. Ça, c'est une porte qu'on a activée avec Gauthier. Et donc là, si on prend cette porte-là, on se retrouve à notre base de départ. Et ce qui est marrant, c'est que dans le Nether, en gros, c'est une autre partie du monde qui existe déjà. Donc en gros, le nombre de pas qu'on fait dans le Nether, il est multiplié par je sais pas combien dans le monde réel. De l'autre côté du portail. Donc en fait, c'est un raccourci. Il y a un petit calcul, ouais. Donc peut-être qu'on peut, sauf si on veut continuer de se balader dans le Nether, mais auquel cas, peut-être pour terminer tout doucement la mission, se remettre revenir à la case départ, ce serait peut-être pas mal. Hop là. On va essayer de clôturer le live. Après, ce qui est palpitant en archéologie, ce sont pas les dangers, mais c'est ce que l'on peut, c'est ce qu'on peut découvrir. C'est l'exploration. Il y a un ami qui a fait un livre avec. Alors mince, le titre était justement très très bien par rapport à ça. Les aventuriers de l'esprit. Voilà. J'aurais tendance à dire que comme pour n'importe quelle autre discipline scientifique, l'archéologie est une merveilleuse aventure de l'esprit qui a ses difficultés, qui a ses joies, qui a ses peines également, ça effectivement. Et en termes de risque, c'est surtout que se retrouver avec des personnes avec lesquelles vous vous entendez pas, mais ça peut vous pourrir la vie sur un chantier hein, ou dans un labo. Effectivement. Est-ce que tu vois des choses qu'on n'a pas abordées, que tu aimerais aborder?
Un élément qu'on a quand même abordé, mais que je mentionne parce que c'est pas toujours évident, c'est que si jamais les personnes, les viewers qui nous suivent font une découverte fortuite, ça peut arriver. Vous vous promenez dans la forêt et vous découvrez des vestiges. Ça peut être une stèle gravée, ça peut être un amas, y compris Première Guerre mondiale. Ça intéresse aussi les archéologues. Première, Seconde Guerre mondiale. Faites-le savoir à la DRAC. Ne soyez pas surpris si vous n'êtes pas forcément bien reçu, mais au moins, faites une déclaration écrite à la DRAC, pas juste un appel téléphonique, parce que ça pourra aider des personnes. Ça pourra aider d'autres personnes à mieux comprendre des choses qui peuvent vous paraître, vous, inintéressantes, peuvent nous paraître à nous très, très intéressantes. Mais faites-le par écrit en envoyant un courriel à la DRAC ou à la mairie. Le plus simple, généralement, si vous voulez faire une déclaration d'invention, vous faites juste un courrier postal ou un courriel à la mairie. C'est mieux de le faire à la DRAC parce que les mairies ne savent pas toujours qu'il faut qu'elles transmettent ces éléments-là justement aux services compétents. Mais ça aide vraiment. Là, on a un cas à l'heure actuelle qui est très emblématique de ça, dont on fera une publication d'ici 1 an. Mais c'est un travail citoyen et qui aide à la recherche scientifique. Il y a une petite question là, je ne suis pas sûr de la comprendre, mais l'étude des enfants dans l'archéologie est simple ou pas? Alors, si la question elle est liée à savoir quelle a été la part du travail des enfants ou de l'activité, pas forcément du travail, mais de l'activité des enfants au sein des familles à travers le temps, non, c'est pas simple. C'est pas simple parce que on n'a pas toujours la chance, comme au Grosel ou comme dans d'autres grottes, d'arriver à pouvoir avoir des traces anatomiques, puisque c'est ce que je disais effectivement au début de notre exploration, c'est que là, on avait des traces de pas qui permettaient de savoir si on avait affaire à des enfants ou à des adultes. Donc ça, c'est la première des difficultés. L'autre difficulté, est savoir si à l'époque médiévale, les fabrications étaient faites par des enfants, comme c'est le cas par exemple en Chine, ou par des adultes, c'est pas simple. Parce qu'il y a justement, il y a aucun élément. Le seul élément, là en l'occurrence, c'est le texte qui va venir nous aider. Pour ce que j'en connais, alors aussi, si j'ai un autre message à faire passer, c'est que c'est pas parce qu'on est archéologue qu'on connaît absolument tout. Sur l'archéologie, c'est pas possible. C'est beaucoup trop vaste pour qu'on puisse tout savoir là-dessus. Même quelqu'un, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi ma spécialité ce sont les animaux, et malgré tout vous avez des gens qui croient qu'ils connaissent en fait le sujet et en fait ils le connaissent pas, alors qu'ils ont travaillé sur les animaux, sauf qu'ils les ont l'abord qu'ils ont eu n'était pas forcément un abord qui était sur le terrain. C'était un peu ce que je disais, c'était tel ponte a dit ça, donc c'est comme ça que ça se passe. Il y a encore des gens qui travaillent comme ça. Mais ça, ce n'est pas une approche scientifique. Dès que vous avez une approche scientifique, vous vous rendez compte qu'effectivement, même sur un sujet quand je vous parle des animaux, par exemple le cochon, tout à l'heure, la question qui m'a été posée, je n'ai pas pu répondre parce que je n'ai pas travaillé jusqu'au point, pas le cochon, mais le poulet, je n'ai pas travaillé sur le poulet. Donc, je ne peux pas vous répondre. Donc, vous voyez, même sur les animaux, je connais le cochon un peu, je connais le loup beaucoup mieux, enfin tout ce qui est canidé beaucoup mieux. Je connais les bovins et les félins. Mais voilà, pour l'instant, ça s'arrête à ça. Et comme on peut faire les toute une vie rien que scientifiques au final, parce que souvent, souvent les médecins, peu importe la spécialité, on leur demande un peu tous les bobos. Les physiciens, on leur demande un peu tout, etc. Alors que finalement, on se spécialise beaucoup. C'est ça. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une idée qui est la vie dure. Moi, souvent, c'est ce que j'ai eu. Ah, vous êtes archéologue, donc vous connaissez un tel. Non, parce que... Ah, vous êtes archéologue, donc vous savez la date de telle chose ou non, parce que c'est pas ce sur quoi j'ai travaillé. et on est mal regardé après. Ouais. Alors, en tout cas, pour Minecraft, parce que c'était aussi une des questions qui avait été posée par rapport à la dimension pédagogique, là où il est vraiment, où cette mission, je remercie Thibaut d'avoir fait cette proposition pour l'archéologie, et je crois que c'est toi qui nous as mis en relation, non, avec Thibaut? Je ne sais plus si c'est Margot. C'est Margot, oui. Je crois que c'est Margot. D'avoir créé ce lien, parce que c'est aussi un bon moyen justement de pouvoir présenter que l'archéologie, c'est pas la fouille.
Ça, c'est aussi un des messages, j'espère qu'il aura bien été compris, c'est que vraiment le travail des archéologues, c'est d'arriver à comprendre l'être humain au travers des productions techniques. C'est pour ça d'ailleurs que je me présente comme icono-archéologue, parce que j'ai un doctorat en archéologie, mais ma spécialité, c'est l'analyse d'images. Donc je travaille sur l'architecture et sur les images. Et le travail sur l'analyse des images, ça ne va pas du tout être la même chose que le travail en archéologie. Et la fouille n'a rien à voir là-dedans. La fouille, c'est un outil. C'est comme si on définissait en fait le biologiste par le microscope qu'il utilise. C'est pas son objet d'étude, le microscope, mais c'est un outil qu'il utilise. Et ben, la fouille, c'est aussi un outil. Voilà. Ok. Super. On va conclure tout doucement, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Manon, Théo? Oui. Oui, avant que mon PC Ouais. n'explose. Avant que le PC n'explose. Déjà, déjà dans un premier temps, je veux remercier tout le monde, mais principalement Jean-Olivier. C'était incroyable. Merci mille fois. C'était vraiment fantastique et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'était vraiment passionnant. J'ai vu les gens dans le chat qui le disaient vraiment. Enfin, j'ai même reçu des textos d'amis qui nous regardent en ce moment et qui disent waouh, c'est incroyable. Donc vraiment, merci mille fois d'être venu et d'avoir partagé ça avec nous. C'est super. Merci Manon pour tout, pour tes questions et pour ton expertise également. C'était vraiment super cool. Merci Théo pour ton travail. Merci Gauthier. Merci Laura de nous avoir gentiment accompagnés. C'est toujours drôle de te voir dans le fond en train de regarder le décor. Et voilà, et ouais, merci à tous. La semaine prochaine, on est avec Isabelle Alvarez et on va un petit peu augmenter en difficulté en termes de jeu, puisqu'on va mettre les méchants. Et on va survivre. Voilà. Donc, du coup, les questions qui vont se poser la semaine prochaine sera un peu les conditions de la survie. Est-ce qu'on doit manger? Est-ce qu'on fait caca? Tout ça, je pense. Voilà. Je peux rajouter juste un dernier mot? Bah, avec plaisir. Bien sûr. C'est juste, si justement, ça fait très plaisir merci effectivement que ça vous ait fait plaisir. Et si ça intéresse les personnes qui sont avec nous, qu'elles n'hésitent pas à rejoindre l'association Archéotopia, parce qu'on est une association qui accueille toutes les personnes, pas que des archéologues. Le plus jeune parce qu'il n'est plus avec nous maintenant, il a grandi depuis, avait 15 ans et la doyenne a 99 ans. Toutes activités confondues. Et donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'archéologie, voire de participer, puisque récemment, on a une des adhérentes de l'association qui a participé à un chantier de fouille et qui en a rendu compte sur le site d'Archéotopia, justement, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on valorise. N'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on sera nombreux, plus on pourra justement porter une autre voix pour l'archéologie que celle de la fouille, par exemple, et donc faire avancer la recherche scientifique dans ce domaine-là. Super. Moi, j'en profite aussi pour remercier à tous les gens qui nous ont soutenus ce live aussi. C'était incroyable. Merci beaucoup. Et les gens qui nous ont rejoints aussi. Mais merci beaucoup à ceux qui nous ont soutenus. Vous êtes des amours et sachez que cet argent reviendra dans des projets du collectif. Vous inquiétez pas, ce sera dans les lives. Mais merci beaucoup en tout cas. Et puis c'est toujours un plaisir de voir que vous nous faites confiance et que vous aimez bien ce qu'on fait. Donc c'est trop gentil. Voilà. Ouais, je vais rajouter que dimanche, c'est Phallus Live avec Julien Bobroff. Donc voilà, il y aura du monde, il y aura Robin de Tout ce qu'on prend, il y aura plein de monde. Et ne partez pas tout de suite parce qu'on va raid Encre Mécanique qui fait du dessin. Voilà. Donc ne partez pas tout de suite, on vous emmène ailleurs. Voilà, je vais laisser Thibaut conclure évidemment. Non, mais j'ai plus rien à dire. C'était juste très très personnel, mais moi c'était un rêve de gosse de faire quelque chose un peu comme ça, pas dans un jeu vidéo, mais de le faire en vrai. Et pour moi, c'est finalement aujourd'hui presque la même chose. Donc voilà, super, merci mille fois. Ah non, mais vraiment merci parce que c'était accessible en fait, c'était vulgarisé. Moi aussi, j'ai reçu plein de messages. C'était impressionnant. Et il ne faut pas qu'on oublie de la photo de fin. La photo de fin. Zut. Attendez. Alors, serrez-vous, les zouzous. Serrez-vous. Gauthier, t'es où? Je la prends si tu veux, la photo. Bah non, attends, je vais faire F5.
Attendez, Attends. le raid va bientôt Et où commencer, faites vite. Hop, Oui, je fais vite. Mettez-vous à côté de Jean-Olivier. Vite, 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 vite. J'essaie de F2. me mettre là où est Gauthier. Non, Voir c'est bien, Gauthier, c'est bien. Gauthier. Regarde-moi. Bon, je suis bien. Tac. C'est te parfait. regarde. C'est Bravo. parfait. Merci à tous, des bisous, tout le monde. On se retrouve dimanche et la semaine prochaine pour le prochain Minecraft Explorer. Des bisous. Au Merci revoir. Au revoir.